Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est normal, ce sont toujours les dames qui font les commissions, les courses, qui préparent le menu. Donc c'est normal qu'il y ait très peu de messieurs, ils sont juste là pour goûter. Quelquefois nous dire, bah c'est trop salé, et qu'est-ce que tu as mis? Oh, bon. Mais ceux qui sont là, bien sûr, ne disent pas ça à leurs épouses. Eh bien écoutez, c'est un rite maintenant, un petit peu avant les vacances, depuis quelques années maintenant, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Nous avons pris l'habitude de vous présenter une conférence sur le bien-être. Alors ce soir, avec Patricia Repon, naturopathe, nous allons, eh bien, elle va, enfin moi, je vais écouter moi, ce qu'elle va dire, elle va nous donner quelques petits trucs, et je pense que cet été sur la plage, quand vous serez en train de bronzer, vous pourrez y réfléchir et préparer ensuite pour vos petits-enfants, vos amis, des repas qui ne font pas mal. Alors moi j'ai pour principe de dire que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans son ventre. Je le dis, j'essaie de l'appliquer, c'est pas toujours facile, mais quand je l'applique, c'est vrai que je suis bien dans mon assiette, je suis bien dans mon ventre et même dans ma tête. Alors écoutez, je ne serai pas plus long. Patricia Repon va nous dire tout ce qu'il faut savoir pour justement avoir le plaisir de savourer des légumes, des fruits et que sais-je, qui ne sont peut-être pas toxiques. Enfin, je ne sais pas, je vais peut-être dire des sottises, je vais m'arrêter, je laisse le micro à Patricia que je remercie d'être là. Merci bien. Merci. Je voulais essayer de me passer du micro, mais c'est peut-être pas Très bien, non? sans micro, avec micro. Voilà, donc je vais me présenter, déjà vous remercier d'être venu m'écouter. Donc suite à l'écriture de ce livre, voilà, qui était là tout à l'heure, mais je l'ai rangé. Du coup, je suis bien dans mon assiette, c'est parti. C'est vrai que votre introduction était tout à fait juste. Voilà, quand on est bien dans son assiette, en général on se sent bien. Et en effet, vous disiez que voilà, vous saviez que vous ne faisiez pas toujours tout bien, mais moi non plus, je vous rassure, je ne fais pas toujours tout bien. Personne ne fait tout bien, même quand on a les clés, on fait de notre mieux. Et donc je vais justement essayer de vous montrer ce que c'est de faire de son mieux, pas de faire tout bien, parce que sinon je serais jalouse si vous y arrivez, et puis alors du coup ça me rend méchante. Voilà, donc faire de son mieux, c'est déjà beaucoup, mais il y a quelques règles de base quand même à respecter pour justement être bien dans son assiette. Et je sais pas vous, mais moi je sais que j'ai été à un moment confrontée à plein d'informations différentes. Et du coup, c'est compliqué des fois de s'y retrouver entre ce qu'on entend à la télé, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit sur les magazines, les nouveautés. Voilà, donc il faut faire un petit peu le tri dans tout ça. Et c'est ce que je vais essayer de faire pour vous trouver, voilà, vous donner des règles en fait toutes simples, des règles basiques pour repartir avec des vrais outils. Et si j'ai un petit peu de temps, parce que j'aime bien prendre des photos de mes assiettes, parce que des fois on me dit oh là là, mais ce que tu manges ça doit être super triste. Alors j'ai tout un tas de photos, je vous en montrerai pas beaucoup, mais peut-être quelques-unes juste pour vous montrer que ce que je mange c'est pas du tout triste. Au contraire, c'est très coloré, c'est très beau, c'est très digeste et c'est très bon. Et je crois que vous en conviendrez en regardant les photos. Donc on finira peut-être cette conférence sur ces quelques photos que je vous laisserai regarder. Donc j'ai amené mon ordinateur pour ça. Donc avant tout, je me présente, donc Patricia Repon, effectivement, donc naturopathe. Je suis issue d'une école qui est toute proche, c'est l'école du CFPPA, donc une école qui est au lycée agricole à Hyères. Et par chance, voilà, parce que vous savez que les naturopathes, en fait, c'est un métier qui, encore quelques temps, n'était pas reconnu. Donc on était un petit peu en bordure de je ne sais quoi, en fait, pas tout à fait là, mais un petit peu là, mais sans savoir trop pourquoi. Donc moi, quand j'ai démarré mon activité, c'est vrai que j'ai souvent été confrontée à cette question, je vais vivre de ça. Et c'est quoi ton métier? Voilà, donc j'ai dû souvent l'expliquer et je m'aperçois quand même que maintenant j'ai beaucoup moins d'explications à donner parce qu'effectivement donc on est quand même le mieux connu. Et là, l'école où j'ai fait ma formation il y a 12 ans formait 19 naturopathes. On était 19 naturopathes dans cette première session. Et aujourd'hui, le même CFPPA forme environ 80 naturopathes par an. Donc ça veut dire qu'un jour sur 3, il y a un naturopathe qui s'installe dans la région. J'ai intérêt à m'accrocher. Donc ça fait beaucoup de monde qui arrive, beaucoup de monde, peut-être parce que justement, on se rend compte que ce métier, il sert à quelque chose. Alors je vais en 2 mots vous expliquer à quoi je sers.
et ce que je fais en fait au sein de mon cabinet. Donc les naturopathes en fait ont pour mission un rôle de prévention. Je ne sais pas vous, si vous connaissez un autre métier où on fait de la prévention. Donc on entend des allégations données par l'État, 5 fruits et légumes par jour, il y a plein de petites choses comme ça, parce qu'il y a de l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il y a plein de papiers chez les médecins avec des conseils, voilà, plus ou moins intéressants. Mais des métiers vraiment où on fait de la prévention, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi je reçois beaucoup dans mon cabinet de gens qui veulent savoir justement faire le tri, ce qu'on fait un petit peu ce soir en conférence. Mais j'ai aussi des gens où la santé s'est déjà un petit peu altérée et qui voudraient tenter de trouver des méthodes naturelles pour justement retrouver la santé. Donc moi, en fait, mon rôle, donc le rôle vraiment du naturopathe, c'est de proposer des outils naturels pour permettre au corps, en fait, de retrouver une bonne santé en renforçant ses défenses naturelles. Donc pourquoi ? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Je veux dire, par exemple, s'il y a une épidémie de grippe, vous vous rendez compte que certaines personnes vont attraper la grippe et d'autres personnes ne vont pas l'attraper. Pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Comment ? L'immunité, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes en fait qui ont une bonne immunité et d'autres qui n'en ont pas une bonne et donc qui vont attraper une maladie ou pas. Alors pour modifier l'immunité, il y a beaucoup de travail. Et puis pour tenir une bonne immunité, il y a plein de choses à faire avec l'alimentation. Donc notre rôle en fait, naturopathe, c'est de renforcer ces défenses naturelles de l'organisme par des méthodes douces, telles par exemple que l'alimentation. D'accord ? Donc c'est tout simple. Donc lorsqu'on reçoit quelqu'un en consultation, eh bien on va donc faire un état des lieux, savoir ce que la personne depuis la naissance en fait a eu comme bonne santé, comme problème de santé. On va essayer de comprendre en fait ce qu'est son terrain, puisque nous on travaille sur le terrain. Le terrain, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a à la base, hérité de nos parents. Donc déjà, dans le ventre de notre maman, la façon dont on a été conçu. Si on a été conçu dans l'amour, ça fait un terrain de meilleure qualité que si on a été conçu dans des conditions qui n'étaient pas justement des conditions d'amour. La façon dont notre maman se sera alimentée pendant toute sa grossesse va faire que notre terrain va être plus ou moins bon. Si elle a mangé que des plats industriels, si elle était super stressée, si elle a eu des problèmes de santé, si elle a pris des médicaments, eh bien nous, quand on arrive à la naissance, forcément le terrain il s'est déjà peut-être un petit peu dégradé. La façon dont on va naître, si on est par voie naturelle ou si on est par césarienne, là aussi, je veux dire, le terrain va être différent. Et puis, tout au long de notre vie, donc si on a été allaité, pas allaité, si on a mangé des produits frais, pas frais, tout au long de notre vie, cette santé, ce terrain, en fait, va être plus ou moins respecté, plus ou moins altéré ou plus ou moins amélioré. Et c'est là que nous avons un rôle vraiment très important, c'est que nous sommes acteurs de ça, de ce terrain, et qu'au fur et à mesure de notre vie, on peut l'améliorer. Alors c'est sûr qu'une meilleure activité physique, une bonne alimentation, une gestion du stress, un bon sommeil, enfin des choses tout à fait classiques, mais les naturopathes en fait donnent souvent des conseils de bon sens que parfois le monde moderne nous a fait oublier parce qu'on est super stressé, parce que on est à 200 à l'heure tout le temps, les enfants, les activités, les machins, être ci, être partout, nous les femmes peut-être encore un petit peu plus, pas pour autant que les hommes sont en meilleure santé que nous, mais bon c'est vrai qu'on est un peu sur tous les plans et que des fois c'est difficile de se poser et de prendre soin de soi, et les femmes qui prennent soin de soi, soin d'elles ont souvent tendance un peu à culpabiliser, donc elles viennent me voir pour que je leur dise de ne pas culpabiliser. Mais des fois ne serait-ce que de l'entendre, ça fait du bien, elle peut dire, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé de prendre du temps pour moi, etc. Et c'est beaucoup. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon métier. Donc en parallèle, je suis aussi animatrice Pilates. Donc le Pilates est une technique de gymnastique, de renforcement musculaire profond, donc qui est très en lien avec la naturopathie, puisque l'activité physique fait partie du bien-être et de se sentir bien dans sa peau. Donc je donne 2 demi-journées par semaine des cours de Pilates. Donc je suis installée dans le centre-ville de Toulon et j'ai mon cabinet et mon centre de Pilates donc dans les mêmes locaux. Et c'est ce qui permet donc de se sentir bien dans sa peau. Donc le Pilates, peut-être vous connaissez, je crois qu'il y a des cours à Carqueiranne depuis quelques temps et c'est vraiment une activité intéressante. Alors, par rapport à cette conférence, donc je vais essayer en fait de vous mettre en évidence
les signes que nous envoie notre organisme pour nous signifier que peut-être notre alimentation n'est pas complètement au top, ce qu'on fait en général et ce qu'on peut faire pour aller mieux. Donc, lorsque on a un corps, vous savez, qui est extrêmement intelligent, c'est-à-dire que lorsqu'on ingère, par exemple, un aliment qui est avarié, je ne sais pas si à midi j'ai mangé des crevettes avariées, forcément pas très très fraîches, forcément dans l'après-midi je vais me sentir mal, et puis qu'est-ce qui va se passer ce soir? Certainement ça va sortir ou d'un côté ou de l'autre, hein, voilà. Donc c'est une éjection donc, qui est quasiment immédiate et qui est salvatrice, puisqu'effectivement donc, le corps engendrant du poison va essayer de s'en débarrasser au plus vite. Donc c'est plutôt quelque chose en fait qui relève d'une bonne santé. Et en naturopathie, on a pour habitude de dire qu'au plus ça sort, au mieux c'est. C'est-à-dire qu'en fait, on a une bonne énergie vitale. Donc lorsque on vomit, lorsque voilà, on a la diarrhée très forte, donc c'est souvent bon signe. Alors c'est bon signe chez les enfants également. Je vous le dis par exemple par des petits exemples. Moi j'avais mes enfants quand ils étaient petits, donc ils ont été habitués chez moi à une alimentation plutôt de bonne qualité. Et c'est vrai que ma belle-mère, quand elle les recevait, elle voulait leur faire plaisir et forcément elle leur donnait plein de choses à manger toute la journée. Donc elle leur courait derrière avec les chips, elle leur courait derrière avec des bonbons, elle leur courait derrière avec des gâteaux, avec des cordons bleus. Sur une galère, je leur ai pris les cordons bleus du Père Dodu. Non, c'est gentil, pas forcément ce que je leur ai donné, mais bon, à chaque fois que voilà, comme ils n'y allaient pas tous les jours non plus, j'ai toujours accepté en fait qu'elle fasse ce qu'elle veut. J'ai dit faites ce que vous voulez, de toute façon vous les avez une fois de temps en temps, profitez-en et faites-vous plaisir. Et très souvent, mes enfants, donc le mercredi soir en rentrant à la maison, donc filaient aux toilettes et donc avaient fait un gros caca. Ils disaient maman, je suis malade. Et à chaque fois, je leur répondais la même chose, mais non, tu n'es pas malade, au contraire, tu es en excellente santé. Tu es en excellente santé parce que tu as mangé beaucoup de choses, en fait, peut-être un peu trop chimiques, peut-être un peu trop toxiques, et du coup, ton corps réagit immédiatement et il évacue, en fait, tout ce qui n'est pas de bonne qualité, et donc c'est plutôt un signe de bonne santé. Donc voilà, quand vous aurez des enfants qui auront mangé trop de bonbons, qui font un gros caca ou qui vomissent, ne leur dites pas qu'ils sont malades, ils ne le sont pas du tout. Au contraire, ils sont en excellente santé. Ça vous parle, ça? Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment et souvent voilà, ce qui se passe c'est que quand on voit ça, donc on prend peur et puis on a tendance à donner les médicaments. Un médicament par exemple qui peut être fréquemment donné là dans ces problèmes-là, c'est l'imodium. Donc l'imodium en fait ça coupe et malheureusement, je veux dire, quand l'intestin est envahi de mauvaises bactéries, il ne faut peut-être pas non plus tout laisser à l'intérieur. Donc il vaut mieux laisser les choses se dégager et donner par exemple quelque chose qui va désinfecter, c'est plus prudent. Alors, d'après vous, quels sont les signes? Venez, il y a des places devant si vous voulez. Non, on vous a gardé une place, magnifique. Donc, je vous disais, l'organisme en fait est très intelligent. Alors, c'est bien d'un côté, c'est moins bien de l'autre. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'endurer pendant des années des choses qui ne lui conviennent pas vraiment, et en montrant des signes qu'on ne connaît pas forcément, en montrant des signes, en fait, il ne se porte pas très très bien, mais il peut comme ça évoluer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et à un moment déclencher des choses plus importantes. Sauf que les signes, en fait, ils arrivent très tôt et on peut les reconnaître. Donc, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez donc en tête des signes en fait, que l'organisme envoie dans un premier temps pour vous signifier en fait, que votre alimentation n'est pas forcément la meilleure qui soit? Est-ce que vous avez, vous, des petits repères comme ça qui vous font dire, tiens, en ce moment je mange mal, du coup j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Quels sont ces signes, en fait, ces premiers signes que l'on voit? La douleur, ouais, par exemple. Ballonnement, ouais. Insomnie, ouais. Les nausées. La fatigue, très important. Les maux de tête, les migraines, effectivement. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de signes, voilà, fatigue, insomnie, digestion difficile, constipation, irritabilité, manque de concentration, somnolence, anxiété, stress. Est-ce qu'il vous arrive fréquemment de faire le lien entre votre alimentation et le stress, par exemple? Rarement, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général quand on se sent stressé, quand on se sent anxieux, ou voilà, on mange et du chocolat, donc on aggrave son cas. Plein de chocolat. Donc, effectivement, par exemple, donc dans l'alimentation, il y a une vitamine qui s'appelle la vitamine B, qui est la vitamine du système nerveux.
qu'on trouve dans certains aliments. Sauf que les vitamines du groupe B sont absentes de notre alimentation moderne. Absentes, c'est un bien grand mot, peut-être un peu exagéré, mais en fait, ne sont pas suffisamment importantes dans notre alimentation moderne. On trouve par exemple ces vitamines B dans l'enveloppe des céréales. Donc lorsqu'on mange uniquement des produits raffinés de type riz blanc, pâte blanche, pain blanc, farine blanche, la vitamine B qu'on aurait pu trouver dans ces vitamines, en fait, elle part ailleurs, quoi, voilà, donc elle est dans l'enveloppe que tout le monde a enlevée, et on mange des produits raffinés qui sont effectivement très beaux, très blancs, tout ce qu'on veut, mais qui sont dépourvus de nutriments, et cette vitamine du système nerveux, du coup, elle nous manque, et cette vitamine B, en fait, elle va permettre justement de calmer l'anxiété. Donc, on ne peut pas se calmer puisqu'on n'a pas les éléments qu'il faut pour calmer notre anxiété. Alors c'est un petit exemple, il y en a plein dans l'alimentation qui permettent, c'est juste pour faire toujours le lien entre l'alimentation et la santé, car rarement les gens pensent qu'en étant anxieux, c'est lié au fait qu'il manque de certains nutriments. La concentration, c'est pareil, quand on a un petit déjeuner qui n'est pas cohérent le matin, vers 11h, on manque de concentration. Idem, si on a un déjeuner qui est trop copieux ou avec des associations alimentaires qui ne sont pas suffisamment bonnes, eh bien, le début d'après-midi, on pique du nez. Or, normalement, la digestion ne devrait pas engendrer un phénomène de grande fatigue. Si les aliments sont bien choisis, si les aliments donc, sont bien digérés, eh bien, donc, l'alimentation se passe au mieux et on n'est pas fatigué. Si ce n'est pas le cas, du coup, forcément, donc, il y a des manques de concentration. L'irritabilité, pourquoi ? Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur l'irritabilité, la nervosité. En fait, l'irritabilité, elle apparaît souvent lorsqu'on est en hypoglycémie ou en hyperglycémie. C'est-à-dire que vous prenez un petit déjeuner qui est un petit peu trop sucré. Qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup, vous avez un pic de glycémie qui va s'élever très rapidement. Donc là, vous êtes un petit peu plutôt euphorique, là, plutôt pas mal. Voilà, vous dites, tiens, j'ai bien fait de déjeuner ce que j'ai mangé, le café, les tartines, beurre, confiture, le jus d'orange, etc. Enfin, le déjeuner classique méditerranéen, continental. Et puis, vers 11h, vous piquez un petit peu du nez, forcément, avec un pic de glycémie aussi élevé, vous vous retrouvez quelque temps en hypoglycémie. Et là, on devient plutôt irritable, plutôt nerveux, donc un petit peu tremblotant. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, là, je suis pas bien, je vais tomber dans les pommes, je vais reprendre du café sucré, une barre de céréales, voilà, encore du sucre, et puis on remonte, du coup, on se retrouve en hyperglycémie, et puis hop, on va redescendre en hypo, tout ça, c'est très, très fatigant pour l'organisme. Alors que normalement, on devrait avoir un petit déjeuner que l'on digère rapidement, et bien, je veux dire, qui nous permet de tenir dans le temps, sans pic, justement de stress, et puis juste pour revenir au déjeuner le midi qui sera équilibré, et puis par finir donc justement la fin de l'après-midi et de ne pas avoir ces sources de stress liées justement à cette hypo, à cette hyper. On trouve beaucoup ça chez les enfants qui ont souvent une alimentation beaucoup trop sucrée. Donc fatigue, on a vu, insomnie aussi, c'est pareil, je veux dire, dans nos aliments, eh bien, il y a des éléments qui vont permettre la fabrication de neurotransmetteurs qui vont nous permettre de mieux dormir. Donc si on fait un repas trop lourd le soir, si on manque de nutriments, eh bien, le sommeil ne sera pas de bonne qualité. Donc effectivement, tous ces signes, on les retrouve fréquemment dans notre vie de tous les jours. Et là, on a deux solutions. Donc soit on fait le lien avec l'alimentation et à ce moment-là, on en connaît suffisamment, on modifie. Soit on peut aller, il y a une autre formule qui est souvent fréquente, d'aller donc dans une parapharmacie et puis d'acheter en fait des compléments alimentaires qui correspondent à nos symptômes. Donc on se met en général devant le rayon avec plein de petites boîtes, il y a marqué concentration, constipation, fatigue, stress, anxiété. Vous repartez avec plein de petites boîtes avec tous ces remèdes. Et puis vous commencez donc à prendre, alors il y a certainement un petit effet placebo qui marche, pourquoi pas, mais bon, bien souvent, c'est pas très très efficace. Forcément, on n'a pas réglé le problème à la base. Donc du coup, au bout de quelques semaines, vous vous sentez toujours dans le même état. Donc là, vous pouvez continuer tranquillement à avancer, soit aller voir un médecin et puis aller un petit peu plus loin, faire des recherches, prise de sang, etc., prendre d'autres traitements. Mais peut-être qu'en modifiant votre alimentation, ça aurait été entièrement suffisant. Donc, à voir. Et comme on a dit que le corps est intelligent, du coup, vous poursuivez donc semaine après semaine, année après année, avec votre fatigue. Moi, je le vois dans mon cabinet, des gens qui viennent me voir, je suis fatiguée, mais depuis des années, ça fait des années que je suis fatiguée, ça fait des années que j'ai mal là, ça fait des années que j'ai ci, ça fait des années que je suis constipée. Voilà, donc on sent en fait qu'il y a un ras-le-bol de gens qui ont tout essayé, plein de traitements, plein de ci, plein de là, et puis finalement qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes.
Et comme le corps est intelligent, du coup, il avance, voilà. Et puis à un moment, il va envoyer peut-être des signes un petit peu plus importants pour dire, dis donc, ça fait des années que je te dis que je suis fatiguée, que j'en peux plus. Ça, c'est le corps qui parle, parce que moi, je suis un peu actrice. Donc, voilà, je suis fatiguée, j'en peux plus, etc. Je suis stressée, je suis constipée, et tu ne fais rien. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer pour te dire, bon ben voilà, maintenant il faut que ça s'arrête, quoi. Reprends-toi en main, reprends une alimentation, refais une activité physique, etc. Alors quel signe il va envoyer un petit peu plus costaud, quoi, pour dire, bon ben c'est bon, il faut réagir. Qu'est-ce qu'à quoi vous pensez comme signes qui sont présents voilà, dans votre quotidien, qui sont plus importants que ce qu'on a vu là, mais malgré tout, on ne fait pas forcément le lien. Vous avez des maladies? Ouais, quel type? Alors là, c'est souvent plus tard. Alors vous allez me dire, il y a des cancers pédiatriques, certes, mais bon, après, voilà ce que je vous ai dit, il y a des terrains, voilà. Donc le cholestérol, voilà, déjà c'est un premier signe, mais il y a des choses... Diabète. Voilà, même ça vient tard. Hein. Je veux dire, c'est rare de voir des personnes diabète de type 2 à 25 ans. De plus en plus, on voit des gens jeunes, mais avant, il y a encore pas mal de signes auxquels on ne pense pas forcément. Alors, brûlure d'estomac, oui, ça peut être. Ouais, voilà. La vue, effectivement, hein, les yeux, c'est directement lié au foie, donc quand la vue, elle est pas de bonne qualité ou qu'elle est brouillée, donc ça peut être en lien avec un foie surchargé. La peau, des boutons, effectivement, des rougeurs, des allergies, par exemple. Hein. L'allergie, c'est une hyper-réaction du système immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire, déjà, il commence à fatiguer. Alors là aussi, vous allez me dire, il y a des enfants allergiques, là, dès le départ, à la base, mais bon, c'est lié aussi à une alimentation, à un capital génétique, etc. Donc il y a beaucoup de choses, mais quand des allergies apparaissent adultes, c'est aussi un système immunitaire qui a pu être malmené pendant des années, qui à un moment dit, j'en peux plus, je surréagis pour que tu comprennes que, voilà, ce produit-là, je veux dire, tu bouffes du lait 3 fois par jour depuis des années, et j'arrive pas à le digérer, et là je te dis, bon bah maintenant j'en peux plus, donc je fais une réaction allergique au lait par exemple. Hein, donc ça peut arriver très fréquemment. Autre chose? Insomnie, on en a parlé, c'est souvent un petit peu au début, mais bon, ça peut aussi, hein, voilà, ça fait partie des règles. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de douleur, mais on peut parler peut-être plus d'inflammation. Tout ce qui est tendinite, rhinite, sinusite, hein, tout ce qui finit en ite comme ça, ce sont des inflammations qui sont liées à un organisme en fait qui commence à fatiguer. Alors effectivement, vous allez me dire par exemple, je sais pas, j'ai une tendinite de l'épaule parce que je joue au tennis. Donc ça, c'est fréquent. Donc j'ai une tendinite de l'épaule, je joue au tennis. Alors la question est, est-ce que tous les gens qui jouent au tennis ont une tendinite de l'épaule? Non. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une tendinite à l'épaule parce qu'on joue au tennis, effectivement, il y a un geste répétitif, mais que peut-être l'organisme n'a pas les ressources nécessaires pour gérer sa propre inflammation. Ou par exemple, on trouve une gestion de l'inflammation dans l'alimentation. Vous avez un petit exemple à me donner que vous connaîtriez? Non? Donc il y a un vecteur en fait de la gestion de l'alimentation qui n'est pas le seul, de l'inflammation, qui sont par exemple les oméga 3. Les oméga 3, donc ce sont des bons acides gras que l'on trouve dans certains aliments, mais qui sont terriblement absents de notre alimentation moderne. Donc on va les trouver par exemple dans les poissons gras, donc saumon, maquereau, etc. Hein, voilà, sardines. Alors plein de gens qui ne mangent pas de poisson par exemple, et puis bon, quand on connaît, voilà. Alors l'avocat non ne contient pas beaucoup d'oméga 3, il contient beaucoup d'oméga 9, qui est intéressant aussi parce que c'est un antioxydant. Donc les oméga 3, on les trouve effectivement dans les poissons gras, mais on va les trouver également dans certaines huiles, voilà, qui consomment là quotidiennement ou de l'huile de noix, ou de l'huile de chanvre, ou de l'huile de cameline, ou de l'huile de lard, qui en consomment quotidiennement. Voilà. De temps en temps. Bon. Voilà, donc effectivement, c'est une huile en fait qui est devenue à la mode ces dernières années, on en parle un petit peu plus. Mais je vois lorsque je suis en consultation et que je propose de consommer des huiles riches en oméga 3 tous les jours parce qu'il y a de l'inflammation, eh bien, en plus ce sont des huiles qui ne se cuisent pas, donc c'est pas comme l'huile d'olive, on la passe sous la main, on peut la cuire, et ce sont des huiles qui se conservent au réfrigérateur, donc ce sont que des petites bouteilles qu'on met dans le frigo. Alors du coup, moi j'en donne systématiquement à chaque consultation dès qu'il y a un réglage alimentaire, je dis donc voilà, huile oméga 3 à tous les repas, donc midi et soir.
Sauf que quand je revois les gens 3 mois, 6 mois après, donc on revoit l'alimentation posée, je dis alors l'huile oméga 3 tous les jours, ah oui, voilà, je l'ai oublié dans le frigo, voilà, donc l'huile elle a ouverte, on dit bah non, il faut la jeter, parce que même dans le frigo, au bout de 6 mois, ce sont des huiles qui sont extrêmement fragiles, donc il faut vraiment les consommer rapidement. Pour le coup, après, il faut la sentir, si elle sent le rance, il faut la jeter, ne pas hésiter. Alors ce sont des huiles souvent qui coûtent un peu cher, donc c'est dommage quand même de devoir les mettre à la poubelle. Donc il faut vraiment y penser. Donc les huiles oméga 3, ce sont des choses que vous devez mettre dans votre alimentation tous les jours, midi et soir, à chaque repas. Donc pour faire simple, en fait, une huile d'olive, ça tout le monde en utilise. L'huile d'olive, on en met dans la salade, et puis c'est vrai qu'elle se cuit facilement. C'est pas une huile qui va chauffer à super haute température, on fait pas la friture à l'huile d'olive, mais si on veut faire un œuf au plat et qu'on veut mettre un peu d'huile au fond de la poêle, ça cuit très très bien. Et l'huile oméga 3, donc noix, cameline, lin, qu'on met dans le réfrigérateur, et du coup qu'on va sortir pour mettre sur la salade, pour mettre sur le riz, pour mettre sur des légumes vapeur, qu'on va mettre là, et qu'on va utiliser, et qui va donc avoir une action anti-inflammatoire très puissante. Il y a des médicaments d'oméga 3 qui sont donnés alors que vous pouvez l'avoir dans l'alimentation. Quel dommage, on peut le prendre comme ça. Eh bien, si vous avez vraiment une difficulté à y penser, c'est vrai que vous pouvez de temps en temps prendre des capsules d'oméga 3. Mais bon, c'est tellement simple de passer par l'alimentation, et puis ce sont des huiles qui ont bon goût en plus, qui sont agréables au goût. Donc du coup, on peut gérer ça. Pardon ? Alors l'huile de colza, moi je n'aime pas l'huile de colza. Je vous dis pourquoi je n'aime pas, comme ça vous savez. Voilà, alors déjà elle a un goût, qui n'est pas intéressant. Ouais. Et puis le colza, en fait, c'est tellement une céréale qui est maltraitée que je me dis que c'est un peu comme le soja, quoi. Soja, colza, je mets un peu dans le même sac. C'est-à-dire, si j'en ai une bouteille, je vais la prendre. Si je mange un peu de soja de temps en temps, je vais en prendre aussi. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre tous les jours dans mon alimentation. Par contre, la cameline, elle est pas mal. L'huile de chanvre, qui est une huile qui est super bien équilibrée. Et ça, c'est l'huile de la femme. À l'intérieur, elle a des oméga 3 et également des oméga 6 qui ont une action anti-inflammatoire gynécologique. Donc, qui vont travailler sur le syndrome prémenstruel, qui vont vraiment aider à toutes les douleurs en fait liées à la gynécologie. Donc, l'huile de chanvre, c'est vraiment, je pense, ma préférée. Et après, je tourne un petit peu cameline, lin, ce sont des huiles vraiment qu'il faut mettre dans votre alimentation pour éviter justement tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui finit en rhinite, sinusite, tendinite, etc. C'est facile à reconnaître. Il y a autre chose aussi qui peut apparaître en deuxième vague de signes pour montrer qu'on ne s'alimente pas super bien et qu'on pourrait faire un petit peu mieux. Des choses que vous avez fréquemment en hiver. Voilà, donc là, quand on a des rhumes, des angines, des bronchites, donc on est sur l'inflammation, mais souvent, c'est un peu purulent. Vous voyez ce qui sort là, quand les enfants, quand ils arrivent, la chandelle d'un côté jaune, l'autre verte, c'est mignon. Et oui, mais c'est ça, nous on est très pipi caca, et la couleur, et l'odeur, et ça fait malou, et ça pue, les gaz, etc. Enfin bon, on s'amuse beaucoup, les enfants en général, ils rigolent bien, ils ne s'imaginaient pas qu'on pouvait parler de tout ça comme ça, en rigolant. Donc c'est vrai que tout ce qui coule en fait, tout ce qui sort du nez, tout ce qui sort, les gros crachats verts, etc. Tant que c'est clair, mais oui, mais c'est comme ça, je veux dire, c'est ce qui nous permet d'étudier ce qui se passe à l'intérieur. Tant que c'est clair, on est sur quelque chose qui n'est pas infectieux en général. Lorsque ça commence à être coloré, odorant, etc., donc, et puis on en a des trous, ça sort, donc quand c'est comme ça, donc il faut s'inquiéter. Alors effectivement, s'inquiéter en allant consulter, parce que on ne reste pas avec des choses qui sont purulentes longtemps, mais aussi on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire en amont, puisqu'en fait c'est ça la naturo, la naturopathie, c'est chercher la cause de la cause de la cause de la cause de la cause, pour trouver en fait une solution. Donc nous, en naturo, une consultation chez moi, ça dure environ 1h15, 1h30. Donc c'est vrai que c'est pas les mêmes types de consultations que chez le médecin. On n'est pas sur la même base. Nous, les symptômes, presque, en fait, ils nous intéressent peu. En fait, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment on en est arrivé là. Et du coup, on va chercher, et une fois qu'on a trouvé la cause, en général, on la trouve assez facilement, eh bien, on va essayer d'enrayer la cause, si c'est possible, bien entendu. Et là, démarre un grand travail pour la personne. Et c'est là, en fait, en général, qu'on perd les gens. C'est-à-dire que quand on commence à dire tout ce qu'il faut mettre en place, donc en fait, on voit la personne moi je vois, c'est flagrant, qui s'affaisse au fur et à mesure, je me dis, ça y est, j'en ai perdu une.
Mais c'est vraiment ça, quoi, hein, voilà. Et donc, dès que je le sens, mon erreur de débutante, il y a 12 ans, c'est qu'en fait, je voulais que les gens soient super autonomes. Donc, j'y partais avec un livre, hein, comme le livre de la protection des données, hein, voilà. Et du coup, ils partaient, ils étaient dégoûtés, quoi, forcément. Donc, j'ai appris à aller plus doucement, voilà. Et puis, à m'adapter, parce qu'il y a des gens qui aiment voilà, tout faire d'un coup, qui aiment tout changer d'un coup, qui sont radicaux, et puis il y en a qui aiment bien y aller doucement. Donc, j'ai appris à composer avec les personnes qui sont en face de moi et justement à proposer des solutions moins radicales pour que les gens puissent changer, effectivement, ne pas les perdre à chaque fois. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a des choses quand même extraordinaires. Donc, je vous prends un exemple tout simple. Une dame qui vient me voir, j'aime bien donner des petits exemples parce que c'est parlant. Donc, une dame qui vient me voir, une quarantaine d'années dans mon cabinet, donc me parlant de ses douleurs depuis 8 ans. Elle me dit, ça fait 8 ans que j'ai mal, 8 ans que j'ai mal partout, j'ai fait des examens, j'ai pris des tonnes de médicaments, des antalgiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des corticoïdes, des anti-inflammatoires, rien n'y fait, j'ai toujours mal. Et donc, moi, première chose, c'était toujours l'alimentation, donc une alimentation hyper industrielle. Donc la dame, elle avait même vu une carotte de sa vie, quoi. Donc la carotte râpée, achetée industriellement, enfin tout industriel. Un problème de poids, mais bon, on peut voilà, avoir un problème de poids et manger très bien aussi, hein, peut-être que les quantités sont trop importantes. Là, il y avait un problème de poids, et puis une alimentation, mais complètement désorganisée, complètement aberrante en fait, hein, voilà, quand voilà, c'est pas fait pour un être humain. Donc on en rigole, c'est une dame qui avait de l'humour, donc je dis, ah, vous avez une alimentation de robot, c'est pas possible, vous pouvez pas manger ça. Et là, en fait, je me suis dit, elle est tellement mal que je lui ai tout donné. Voilà, on a refait une alimentation, elle a dû rester 2 heures. Je lui ai refait une alimentation, donc vraiment cadrée avec tout. Je l'avais perdue, mais je m'en fous. Je dis tant pis. Je dis, vous faites ce que vous pouvez. Vous avez tout en main et faites ce que vous pouvez. Et je lui donne rendez-vous en général 6 semaines après pour revoir les gens, pour faire le point, etc. Et 6 semaines après, elle arrive, j'ouvre la porte. Donc, une dame qui avait perdu 10 kilos en 6 semaines, hein, voilà. Amincie, souriante, épanouie, heureuse. Elle me dit, oh, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc elle s'assied et elle me dit, voilà ce que je me suis dit en sortant de chez vous. Elle me dit, je me suis dit, je vais essayer ça pendant 1 semaine. Puisqu'elle m'a dit, elle m'a tout dit, pendant 1 semaine, je fais tout comme elle m'a dit et je vois ce que ça donne. Soit je continue, soit j'arrête tout. Et elle me dit, en fait, au bout de 3 jours, je n'avais plus mal du tout. Elle me dit, mais plus rien, vous ne pouvez pas vous imaginer, plus rien du tout, plus aucune douleur. Ça paraît magique, hein. Alors c'est pas toujours magique comme ça, la nature, hein, je vous rassure, hein, voilà. Mais c'est souvent magique. Et quand c'est magique comme ça, bah, je me dis quand même que je suis contente de faire ce métier, parce que cette dame, depuis, bah, elle m'a envoyé toute sa famille, son père, sa mère, sa grand-mère, etc. Comme elle vient du Nord, il y a tout le monde qui sont en vacances, je reçois toute la famille, donc je les vois en groupe, on fait une conférence. Alors ils ne sont pas tous aussi bons élèves, parce que chaque fois je leur dis en fait, elle a été super bonne élève et c'est pour ça en fait qu'elle a eu des résultats aussi bons. Et depuis, donc elle va très bien, elle a continué comme ça, les douleurs ne sont jamais revenues. Et voilà, donc comme quoi l'alimentation, ça peut vraiment être magique. Voilà. Et elle a tout voulu changer d'un coup, mais elle aurait pu le faire plus doucement, hein, sans problème. Donc on a ça. Alors j'en reviens à mes enfants, la chandelle à droite, la chandelle à gauche, la jaune, la verte, etc. Donc ça aussi, qu'est-ce qui se passe en fait quand les enfants sont malades? Donc voilà, si vous avez des enfants, des petits-enfants voilà, qui reviennent effectivement en hiver malades, qu'est-ce qu'on fait en général? Alors je ne parle pas de la consultation médicale qui est importante, hein. Donc là on n'est pas sur la consultation, on est sur ce qu'on fait nous en tant que parents, grands-parents. En fait, donc on va donner le traitement médical. Donc c'est vrai que souvent on donne, s'il y a de la fièvre, on va donner un antipyrétique. Donc l'antipyrétique, donc c'est pour faire baisser la fièvre. C'est vrai que du coup les enfants, en général, quand on leur fait baisser la fièvre comme ça rapidement, comment ils sont? Super excités. Alors moi je vois les mamans, mes enfants maintenant ont 20 ans et 14 ans, donc ils sont grands, mais quand ils étaient petits, en fait j'étais toujours en contact à la sortie d'école avec les autres mamans, ils me disaient, ah là là, regarde, il est malade, il est super excité, il saute de tous les côtés. Ah, c'est sûr, il est drogué. Forcément qu'il est excité, je veux dire, quand on leur donne plein de choses en fait pour tout stopper, tout arrêter, forcément ils sont drogués. Donc effectivement ils sont surexcités. Moi les miens, quand ils sont malades, je peux vous dire qu'ils ne sont pas malades longtemps, ils sont malades 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans, et en fait ils sont couchés. Je ne les mets pas à l'école, ils sont couchés, ils jeûnent, parce qu'un organisme qui est censé combattre un ennemi, puisqu'en fait si on est malade, c'est qu'il y a un ennemi qui est rentré, un microbe, un virus, une bactérie, peu importe. Donc du coup, bah, ils ne mangent pas, ils jeûnent, donc bouillon de légumes, etc., pour que l'organisme soit fort pour combattre la maladie. J'accompagne la fièvre, voilà, bon, avec les remèdes de sorcière, certes, mais bon, voilà, on peut accompagner avec d'autres choses, mais en tout cas jeûner, rester au repos, voilà, et puis donc renforcer l'organisme, booster l'immunité. Et là, en général, ils dorment pendant 24 à 48 heures. Et quand ils se réveillent, c'est fini, ils sont en forme. Et là, on a renforcé le système immunitaire.
Or, souvent, ce qui se passe, on va donner à ces enfants, donc effectivement, des traitements qui vont faire baisser la fièvre un peu trop vite, quoi, voilà. Bon, des fois des antibiotiques, c'est encore une autre histoire, hein, voilà. Donc bien entendu, de toute façon, il faut prendre toutes les précautions pour que ces enfants soient bien soignés, mais on va continuer à leur donner une alimentation qui n'est pas forcément adaptée. Et là, donc on voit les mamans qui ont envie que leurs enfants mangent pour être en bonne santé, mais mangent. Alors non, ne mangez pas. Quand on est malade, on ne mange pas. Alors des enfants qui ne mangent pas, naturellement, et puis il y a des enfants qui vont écouter parce que c'est la maman, et que la maman, si elle a dit de manger, ben, il faut manger. Moi, je sais, quand j'étais petite, ma mère, quand j'étais malade, elle nous forçait à manger, et nous on mangeait parce que on écoutait notre maman, c'est normal, c'est la maman, elle représente, voilà, et la sagesse et l'autorité, donc on mangeait. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on leur continue à leur donner? Beaucoup de sucre. Des biscuits, des petits... Voilà, j'ai vu aussi, quand mes enfants étaient petits, je les amenais au Morillon, moi je suis toulonnaise, je veux dire, les mamans poursuivent toute la matinée, alors beaucoup, hein, peut-être pas vous, mais beaucoup, avec les petites barquettes de lu, là. Allez, tiens, mais mange, et puis après, donc on s'assied sur le banc, on discutait, elle dit, bon, le midi, ils mangent rien. Bien sûr, ils mangent rien toute la matinée, il a bouffé des biscuits, c'est sûr qu'à midi, il n'a pas faim. Bon, elle est bien, ils ont déjeuné ce matin, à midi, ils vont passer à tâche, pour vous dire qu'ils ont la dalle, et ils dévorent, et les légumes, du coup, ils les mangent. Parce que là, un enfant, en fait, qui ne va pas manger la midi parce qu'il a mangé plein de petites barquettes, le midi, il n'a plus faim, mais sa maman va quand même lui proposer le petit gerbier, hein, voilà, c'est comme dans la pub, hein, tu vas au moins manger ton petit gerbier, bah oui, du coup il va le manger, c'est sucré, il est content, il se dit, oh là là, la bonne affaire, je vais pas manger les légumes et j'ai droit au petit gerbier quand même, donc du coup, le matin, il aura mangé des barquettes toute la matinée, à midi, un petit gerbier, et s'il a la chandelle à droite et la chandelle à gauche, eh bien, il la garde, parce que du coup, le sucre, en fait, entraîne ce qu'on appelle en naturopathie des cols. Vous voyez, tout ce qui est collant, gluant, coloré, c'est ce qu'on appelle, nous, des cols. C'est tout simple, vous en rappellerez, hein, les cols, en fait, c'est tout ce qui est sucré et gras. Alors, pas le bon gras, hein, pas le bon gras des huiles oméga 3, mais le gras des mauvaises graisses, quoi. Voilà, quand on mange, voilà, trop de charcuterie, trop de fromage, trop de viande grasse. Alors, hein, vous entendez bien le trop, parce que moi, je suis une naturopathe tolérante. Voilà, je n'ai rien enlevé de mon alimentation, je ne suis pas végétarienne, je mange des produits laitiers, je mange un peu de soja, je mange de la viande, je mange du poisson, mais c'est une façon de les manger. Voilà, quand on mange trop de produits laitiers, 3 par jour, c'est beaucoup. Quand on mange trop de viande, quand on mange trop de sucre, eh bien effectivement, on entraîne le corps à être surchargé. Et qu'est-ce qui va surcharger en premier? C'est le foie, parce que le foie, en fait, lui, il est chargé de nettoyer. Et quand il se prend 3 tonnes de graisse et de mauvaise graisse qu'il y a justement dans ses produits laitiers, dans ses viandes, etc., dans tous ces biscuits sucrés, eh bien, il y a beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Ce sucre, en fait, qui n'est pas consommé, il se transforme en mauvaise graisse aussi. Donc, ça va encombrer le foie. Ce foie qui est encombré, au bout d'un moment, il sature, il n'en peut plus. Donc, soit on fait une crise de foie, à la limite, tant mieux. Mais si on ne fait pas de crise de foie, en fait, il va relarguer toutes ces toxines un peu où il peut. Donc, dans un premier temps, dans les selles. Donc, on va avoir des enfants, des adultes, là, ça marche aussi, qui vont être constipés, qui vont avoir des diarrhées, des selles, une alternance de selles normales et de constipation. Hein, souvent, c'est ça. Ou beaucoup de gaz, et puis en fait, quand l'organisme sature complètement, que le foie est saturé, que les intestins sont saturés, après il va envoyer sur ce qu'on appelle des émonctoires de secours, c'est-à-dire des émonctoires en fait secondaires pour pouvoir sortir toutes ces toxines. Donc comme émonctoire secondaire, on va avoir par exemple la peau, hein, quand on sort ces boutons gras, purulents, etc., ce sont des cols en fait qui n'ont pas réussi à sortir par d'autres voies d'élimination plus directes. Et également quand on va sortir tout ce qui est gras qui sort de là. Voilà, tout ce qui va sortir au niveau pathologie ORL, qui va sortir du nez, qui va sortir de la gorge, même des oreilles, hein, je veux dire quand on a des choses purulentes qui sortent des oreilles, ce sont tous des toxines en fait accumulées dans l'organisme qui sont arrivées en trop grande quantité dans un moment trop court que l'organisme n'a pas eu la force de dégager et qui vont essayer de sortir par tous les moyens possibles parce que ça encombre l'organisme. Donc ces pathologies-là, voilà, qu'on vient de citer, donc par exemple, donc tout ce qu'on a cité en HIT, ou voilà, ces boutons, voilà, tous ces excès en fait de glaire purulente, eh bien ça montre un organisme qui est saturé. En fait, c'est ce que vous devez vous poser comme question, c'est de dire voilà, pourquoi il y a ça? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, il y a une raison. On regarde l'alimentation et souvent on retrouve ces cols en excès, trop de sucre, trop de mauvaise graisse. Après, il y a des gens qui vont avoir un système immunitaire à la base, un terrain qui n'est pas favorable à une santé trop bonne, et qui vont avoir des alimentations peut-être super bonnes, et malgré tout,
le système immunitaire ne saura pas faire, voilà, ne sera pas complètement déchargé, ou les organes, mais bien souvent, je vous promets qu'on retrouve ça, et les gens ne se rendent pas compte des quantités de sucre et des quantités de mauvaise graisse qu'ils ingèrent. Et lorsque j'ai donc le schéma alimentaire de la personne, et je lui dis, mais des fois, les gens mangent que du sucre. J'ai dit, mais vous mangez que du sucre. Et alors souvent, ceux qui mangent que du sucre, ils arrivent et disent, moi, je ne mange pas de sucre. Je dis, bon, super. Alors voyons. Donc du coup, alors effectivement, ils ne mangent pas de sucre. Il y en a plein qui ne mangent pas de biscuits, de chocolat, de confiture. Mais en fait, ils vont manger du pain, des pizzas, des pâtes, des quiches, des lasagnes, des croque-monsieur. Et ça, c'est à tous les repas. Et j'ai dit, mais vous mangez que du sucre? Il dit, ah non, je ne mange pas de sucre. Ah ben si, j'ai dit, je vais vous stabilo-bosser tout ce qui est sucré. Du coup, tout est stabilo-bossé. Ah bon? Ah ben mince alors, ben oui. Et donc tout ça, en fait, ça engendre un excès de mauvaise graisse, de toxines que le corps a du mal à éliminer et qui va donc à un moment s'éliminer par une autre voie. Ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît exagéré, non cohérent? Non, c'est clair? Est-ce que ce sont des notions que vous connaissez un petit peu qui, voilà. Alors, on ne fait pas toujours le lien, en fait, c'est difficile, oui? Alors, le pancréas, il a deux rôles. Il a donc, mais bon, pas, il a un rôle dans la digestion. Son rôle dans la digestion, c'est d'envoyer donc des hormones, de l'insuline et du glucagon pour réguler les taux de sucre, le taux de sucre. Voilà. Donc, ça passe d'abord par le foie et après c'est le pancréas. Le pancréas, lui, qui va envoyer donc des hormones nécessaires à l'assimilation du sucre par la cellule. Donc un pancréas qui ne fonctionne pas bien peut créer effectivement une problématique de diabète, mais des fois, avant d'en arriver à une problématique de diabète, ça crée justement ces hypo- ou hyperglycémies. Quand le pancréas est trop sollicité, il y a quelque chose qui sollicite énormément le pancréas, par exemple, c'est le grignotage. Voilà, il y a beaucoup de gens en fait qui mangent toute la journée et qui ne se rendent pas compte. Voilà, et donc c'est compliqué, hein, ça, voilà. Qui déjeunent le matin, petit déjeuner, dans la matinée vont picorer, à midi ils vont picorer. Alors c'est sûr, c'est pas de gens qui font des gros repas, mais dans l'après-midi, et vas-y encore, et encore et encore, qui se retrouvent le soir à avoir fait 6-8 repas, quoi, sans vraiment s'en rendre compte. Et en général, quand on picore, c'est rarement une courgette à croquer, quoi, hein. Ça fait envie à personne, quoi, hein. Autant une courgette préparée, c'est super bon, autant une courgette à croquer à 4h de l'après-midi, ça fait envie, pas bon, enfin pas bon en tout cas. Voilà, donc c'est vrai que picorer, en fait, ça met en chantier tout le système hormonal pour digérer. Donc en fait, vous bousillez votre pancréas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après, des fois chez des hommes qui n'ont pas du tout de problème de poids, hein, donc avec un pancréas qui est fatigué et qui n'en peut plus, avec des états donc prédiabétiques chez des gens en fait qui n'ont jamais eu de problème de poids et qui n'ont pas forcément une mauvaise alimentation, mais dont le pancréas a été mis à rude épreuve pendant des années et des années par un picorage intempestif. D'accord ? Donc, on a vu donc, que l'organisme nous envoie une première vague de signaux, assez simple, qu'on peut plus ou moins gérer. Une deuxième vague de signaux un peu plus complexe, où des fois on a du mal à faire le lien. Et enfin, donc, il envoie une troisième vague de signes quand on n'a vraiment rien compris. Alors vous les avez cités tout à l'heure, bon, un petit peu trop en avance, mais effectivement, donc, on a tout ce qui est donc, troubles cardiovasculaires, diabète, cholestérol, voilà, cancer, etc. Donc voilà, effectivement, il y a souvent dans ce type de maladie des pathologies en fait qui sont des pathologies d'encrassage. Là, pour vous donner un petit exemple, je suis une dame donc qui a 74 ans, qui est ma voisine, voilà, et qui m'a supplié de venir chez elle. Normalement, je ne fais pas de domicile, voilà, donc, mais voilà, elle dit, oh, je ne peux pas venir jusqu'au cabinet, voilà, ça fait trop loin et tout, voilà. Donc, comme c'est ma voisine, j'ai dit, allez, j'accepte, je viens vous voir. Donc, problème de poids, 10 kilos en trop, donc je fais ce qu'on appelle, nous, en naturo, une anamnèse, c'est-à-dire qu'on pose toutes les questions pour connaître l'histoire de la personne. Et en fait, cette dame, en fait, elle a un terrain mais magnifique, quoi. Je veux dire, elle a un terrain à la base qui est vraiment un terrain de bonne santé et elle n'a que des pathologies de surcharge, quoi. C'est incroyable. En fait, si cette personne n'avait pas autant mangé tout au long de sa vie, parce que vraiment c'est quelqu'un qui cuisine trop gras, trop lourd, voilà, qui arrive maintenant avec un excès de poids, mais donc elle a de l'hypertension, et elle a du diabète et du cholestérol. Donc j'ai dit, c'est dingue, je dis, vous n'avez que des pathologies de surcharge, alors qu'à la base, en fait, elle a une super bonne santé. Pendant des années, elle a 3 traitements, donc 3 traitements chimiques, en fait,
pour ces 3 choses-là. Et du coup, là, elle est motivée pour perdre du poids, donc elle a déjà perdu 4 kilos en l'espace d'un mois, donc elle est contente, elle est très, très, très motivée. Voilà, et donc là, maintenant, je lui fais faire du pilates. Donc, première fois à 74 ans qu'elle fait du sport de sa vie. Alors, du coup, on a fait ça mercredi dernier, donc on a beaucoup rigolé, et voilà, donc elle a décidé de se prendre en main, donc c'est super bien. Mais en fait, voilà, on retrouve des gens qui ont beaucoup de pathologies de surcharge. Elle, c'est vraiment le cas typique. Hypertension, cholestérol, diabète, pathologie de surcharge. Et ça, je veux dire, ce sont tous des tas de signes en fait qu'on a eu tout au long de notre vie, que l'on n'a jamais écoutés ou que l'on n'a pas su entendre parce qu'on ne nous les a pas appris. Parce que moi, je trouve que ça devrait être appris à l'école. Voilà, mon fils est en études supérieures, donc tout le temps qu'il a été à l'école, donc voilà, il m'a parlé de ses cours. J'ai jamais entendu en fait qu'il ait appris ça, jamais. Alors que ça serait la base en fait pour permettre aux gens de mieux se connaître, afin d'adapter pour mieux s'alimenter, pour mieux se soigner, pour mieux gérer leur santé. D'accord? Alors du coup, les solutions, il y en a plein. Alors, je vois ça. Donc les solutions, effectivement, il y en a plusieurs. Donc, revoir son alimentation, c'est vrai qu'alors bon, là, on est là que pour parler d'alimentation, effectivement, exercice physique, respirer, gestion du stress, sommeil, etc. C'est la base, hein, voilà, c'est pas mon propos d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, c'est la base. Alors, si vous voulez en savoir plus, puisque j'ai mon œil qui se pose là-dessus, on organise donc le dimanche 2 juin à la Castille, j'ai laissé donc des petits flyers là-bas, c'est une première du genre. Les naturopathes, en fait, n'ont jamais organisé une telle journée. Donc, journée de la naturopathie où on va justement présenter tous les outils qu'on utilise dans notre métier. Vous avez au dos du flyer donc toutes les conférences qui seront proposées, les ateliers qui seront proposés. C'est 4 € l'entrée, donc on a vraiment volontairement voulu avoir un prix très très bas pour que ce ne soit pas un frein pour les gens pour venir. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans. Ça sera une belle journée, c'est au domaine de la Castille, à l'Accro, donc les conférences sont sous chapiteau. Et puis dans le parc, on fera des ateliers, on montrera en fait tout ce qu'on sait faire, de la réflexologie, avec justement c'est pour ça que je pensais à ça, avec des ateliers sur le sommeil. Moi je ferai un petit atelier pilates, un petit atelier culinaire, voilà, il y aura plein d'ateliers, donc c'est une bonne façon de découvrir et de rencontrer des naturopathes qui œuvrent aussi pour une bonne santé. Donc les solutions, ça me permet donc d'aborder effectivement donc, la partie du livre. Alors ce livre en fait il part d'un rêve de petite fille, d'un jour écrire un livre. Voilà, j'ai toujours été subjuguée par les livres, donc du coup le mien est tout petit. Je pensais qu'un jour j'écrirais un livre super gros, mais en fait ça prend beaucoup de temps, même pour ce tout petit livre. Ça prend 1 an de travail, voilà, c'est énorme. Et voilà, donc j'ai écrit, voilà, un jour ça m'a pris, j'ai écrit mon livre, la partie que je voulais, parce qu'en fait je voulais justement donner des solutions toutes simples en fait pour tout le monde. Donc il est conçu de façon très simple et ceux qui l'ont lu en fait me disent toujours, on dirait que c'est une copine qui nous parle. Alors c'est ce que je voulais en fait, voilà, que ça soit comme une copine qui vous parle avec des conseils basiques, simples, de bon sens et faciles à adapter au quotidien. Une fois que j'ai eu fini ça, donc j'ai demandé à mon copain Philippe Stefanini, qui est médecin anthropologue et qui est donc chercheur au CNRS sur l'alimentation de demain, d'écrire la préface. Je trouvais que voilà, un médecin, c'était bien pour m'accompagner. Et ça donnait du crédit en fait à mes propos. Et puis en fait, du coup, ça s'est transformé en une deuxième partie puisque lui, il a eu envie en fait d'écrire aussi et puis de faire quelque chose en fait de très basique aussi sur ce qu'on va manger demain, sur l'alimentation durable, sur voilà, parce que ça évolue sans cesse. Dans 50 ans, bon, nous on n'y sera plus, mais bon, ils mangeront des choses différentes. Hein, voilà, peut-être des graines, des insectes, je ne sais pas quoi encore. Bon, on verra bien. Voilà. En tout cas, on leur prépare le terrain. Et nous, dans nos gestes d'aujourd'hui, en fait, c'est aussi préparer le terrain pour nos enfants de demain et d'après-demain, et etc. Donc du coup, voilà, on a écrit ce livre, donc je vais vous dire de quoi il est composé, donc des choses donc, basiques sur l'alimentation, en effet. Comment doit-on composer un petit déjeuner ? Comment doit-on composer une assiette santé? Donc un petit déjeuner, j'ai tiré un petit coup de pied tout à l'heure à un petit déjeuner classique. Alors moi, pour travailler, je passe sur le port tous les matins.
Et donc je me gare à la Rôde et après donc je traverse le port et donc je vois tous les bars, restaurants du port qui proposent des petits déjeuners, donc voilà, le continental, le classique, le jus d'orange, café, sucré, pain, baguette, beurre, confiture. Et là je me frotte les mains parce que je me dis, j'en prends beaucoup d'années de travail, ça me fait plein de clients. Je les regarde tous, je laisse mes cartes sur les tables et je me dis bientôt je les verrai. Parce que voilà, c'est vraiment une bombe pour la digestion. Ce petit déjeuner est une bombe. Mais, et encore je dis une fois mais, et tous mes propos en fait voilà, sont toujours tolérants. C'est-à-dire que si vous déjeunez comme ça depuis des années et que vous vous sentez super bien et que c'est votre plaisir et que vous n'êtes jamais malade et que vous êtes vraiment en bonne santé, mais franchement, continuez. Ça, vraiment, je le dis, voilà, c'est votre cas? C'est pas votre cas? Je pense que chacun doit bien. Voilà, ça c'est vrai. Effectivement, nous ne sommes pas tous pareils. Absolument. Donc les petits déjeuners sont différents pour chaque personne. Tout à fait. Malgré tout, ce mélange-là, il n'est pas top. Mais si les gens le supportent, voilà, et je leur dis, moi, continuez, parce qu'il y en a qui sont tellement accrochés à ça. Bon, quand ils viennent me voir, c'est déjà que ça ne va plus, parce que sinon, ils ne viennent pas. Donc j'ai dit, voilà, et moi, j'ai ce problème-là. Hein, je vois une dame qui était venue me voir pour des problèmes de ménopause, troubles de la ménopause, ça j'ai beaucoup. La personne, en fait, qui arrive à la ménopause, qui a pris 6 kilos en 6 mois sans savoir pourquoi, parce qu'elle a toujours fait tout pareil. Et elle me dit, je sais pas ce que j'ai, je suis toute gonflée, je suis bizarre, je digère plus, je ne vais plus aller aux toilettes, j'ai mal partout, voilà, je dors plus, qu'est-ce que j'ai? Ménopause, bienvenue au club, ma chère. Et donc, du coup, après, il faut agir. Et là, donc, on voit l'alimentation. Et donc là, c'est une personne, en l'occurrence, celle-là, qui mangeait donc au goûter 3 princes et un chocolat au lait. Donc, du coup, je lui dis, ma chère, j'ai dit, les 3 princes avec le chocolat au lait, ça va pas être possible, hein. Vu la problématique, c'est pas possible. Et là, donc, je l'imagine, voilà, donc là, elle descend sur son fauteuil, elle me dit, mais tu peux pas m'enlever ça? Bah non, j'ai dit, moi je peux rien enlever, c'est toi qui l'enlève, c'est pas moi. J'ai dit, moi je te donne des conseils parce que tu viens les chercher, moi je te conseille sérieusement de les enlever. Mais si tu peux pas, je peux entendre aussi, c'est ton droit, hein, je veux dire ton droit. Et donc elle repart avec le conseil, elle me dit, écoute, je vais essayer de faire ce que je peux, je verrai. Je donne rendez-vous 6 semaines plus tard, comme d'habitude, et là, donc la semaine précédente, je reçois un mail, elle n'a pas osé m'appeler, je reçois un mail, elle me dit, Patricia, j'ai tout écouté, j'ai tout entendu, mais je ne suis pas capable d'enlever les princes et le chocolat au lait, donc je laisse filer le temps, et je reviendrai quand je pourrai. J'ai dit, mais très sage décision, et puis voilà, donc je ne l'ai jamais revu en fait. Voilà. Encore une que j'ai perdu. Voilà, mais donc effectivement, donc, ce petit déjeuner-là, il n'est pas top. Mais si vous le supportez, encore une fois, gardez-le, s'il vous plaît, tant mieux. Maintenant, si vous voulez faire mieux, je vous conseille d'avoir un petit déjeuner déjà complet. Alors, le petit déjeuner idéal, il n'y en a pas. Hein, voilà, moi, j'en ai un que j'adore, je vais vous le donner parce que ça me fait plaisir. Mais je dirais, s'il y avait un petit déjeuner idéal, c'est vrai qu'il serait plus salé que sucré. Un œuf à la coque, ça serait top. En fait, l'œuf à la coque, c'est vraiment l'idéal parce que ça apporte des protéines. Le jaune d'œuf, quand il est cru, en fait, il est très digeste. Donc, on peut en manger même un tous les matins si on aime ça. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de ne pas manger d'œuf dur le matin, qui est particulièrement indigeste. Et en plus, dans le jaune, en fait, il y a des petites substances en fait qui gèrent le cholestérol. Donc, s'il est cuit, ça ne gère plus du tout. Donc, même si vous avez du cholestérol, un œuf de bonne qualité coque le matin, c'est tout à fait adapté. Du coup, il y a aussi des bonnes protéines qui donnent le moral pour les gens qui, le matin, sont un peu flop, voilà, qui me disent moi, le matin, je préfère rester dans mon lit, quand je me lève pour aller travailler, j'ai pas envie. Ça, en général, c'est un manque de dopamine. La dopamine, on en a tous à l'intérieur, mais des fois, il y en a qui n'en ont pas suffisamment. Donc, quand on mange l'œuf à la coque, en fait, ça donne de la dopamine, parce que les protéines qui sont à l'intérieur vont favoriser la poussée de dopamine. Donc, du coup, ça va faire du bien. Un tranche de pain complet, de préférence, hein, voilà. Pain complet, c'est vraiment bien, ça va bien avec. Alors, gluten, pas gluten, on peut en parler. Voilà, le gluten, ça fait partie des choses en fait qui sont très controversées. Même, voilà, vous entendez tous, hein, voilà. Et vous voyez de plus en plus autour de vous des gens qui mangent sans gluten. Alors, pour faire simple, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, mangez du gluten. Parce que si vous l'enlevez complètement, en fait, votre organisme ne sera plus en capacité de le digérer quand vous aurez une soirée pizza avec des copains. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un bide comme ça pendant 3 semaines, vous n'en sortirez plus. Donc, par contre, en manger moins, ça c'est bien. C'est ce que je fais moi à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, du gluten, on n'en mange pas tous les jours. On peut passer 2-3 jours sans manger du gluten. Parce qu'on va choisir des céréales sans gluten, comme du riz, comme du quinoa. On peut manger du pain sans gluten. On peut manger des choses sans gluten. C'est très facile, hein, il faut y penser. Parce que le problème du gluten, en fait, c'est que c'est le blé qui a muté plus vite que nous. Alors, nous, on est des mutants, mais on pourra peut-être accepter le blé d'aujourd'hui
peut-être dans 200 ans. Mais d'ici là, on ne pourra plus le digérer. Donc en fait, il est nécessaire en fait, de moins manger. Donc si vous mangez du pain le matin, des pâtes à midi, de la pizza le soir et des biscuits à 4 heures, eh ben, ça fait du gluten toute la journée. Donc du gluten, c'est des cols, vous vous rappelez les cols qui sortent par tous les trous, jaunes et verts, hein, voilà. Donc du coup, il vaut mieux éviter. Donc chez moi, j'essaie en fait de toujours varier mes céréales. Du riz, des pommes de terre, du quinoa, voilà, de mettre beaucoup de légumineuses, des lentilles, des pois chiches, etc. Donc, par exemple, le soir en hiver, c'est souvent voilà, purée de pois chiches, purée de pois cassés, soupe de pois cassés, soupe de lentilles corail, etc. Donc du coup, on n'a pas de gluten, donc on essaie en fait de ne pas trop en manger, parce qu'effectivement, si on en mange trop, du coup, on peut ballonner. Alors, pour savoir si vous avez une problématique avec le gluten, si vous êtes toujours ballonné dès que vous mangez du pain, de la pizza, etc., qu'à chaque fois, dès la digestion, vous avez le ventre comme ça, que vous voyez que vous avez des gaz, que c'est insupportable, ça, je veux dire, c'est vraiment les symptômes que décrivent les gens quand ils viennent. Hein. Donc du coup, vous faites un test. Pendant 3 semaines, vous arrêtez complètement le gluten, juste pour voir. Et là, c'est souvent la révélation. On revient me dire « j'ai plus rien du tout, je suis plus ballonné, j'ai plus mal au ventre, je suis plus constipé, j'ai plus de diarrhée et tout, j'ai retrouvé des selles normales, c'est magnifique. » Ben, tant mieux, c'est super. Donc maintenant, surtout ne traquez pas le gluten, on en prend un petit peu de temps en temps. Comme ça, on garde les enzymes pour le digérer. Et ça, c'est super important. Ce qui fait que quand on a la soirée pizza avec les copains, on mange un bout de pizza, on n'est pas malade pendant un mois. Donc du coup, voilà, trouver le bon équilibre. Hein, voilà, pas traquer, mais voilà, si on voit qu'on est ballonné après chaque repas, on peut tester, ça peut être l'origine des ballonnements. D'accord ? Donc je reviens à mon petit déjeuner, l'œuf coq, le pain complet, du coup on peut alterner, de temps en temps avec du gluten, de temps en temps sans gluten. Méfiez-vous quand même, dans les supermarchés, on vous vend du pain sans gluten, sous cellophane, du pain demi, plein de gras, plein de sucre, pas bon. Si vous voulez un véritable pain sans gluten, vous allez dans un magasin diététique, il y a toujours une boulangerie, avec la boulangerie du Canet des Morts, la boulangerie, l'autre là de, je sais plus, du Luc ou de Gonfaron, voilà, merci. Et là, vous avez des vrais pains sans gluten, pain au suchet, pain au riz, pain à la châtaigne. Alors prenez les tranchées, je vous le conseille, sinon après il vous faut la scie sauteuse pour les cliquer, parce que c'est super dur. Puis après quand vous en mangez une tranche, n'en mangez pas deux en général, parce qu'il faut la mâchouiller pendant une demi-heure. Donc vous vous levez une demi-heure plus tôt le matin, vous prévoyez tout. Hein. Mais en même temps, c'est un vrai pain. Quand vous avez mangé une tranche de ce pain-là, vous tenez jusqu'à midi. Alors là, l'hypoglycémie, il ne connaît pas avec ce pain-là. Donc l'œuf à la coque, la tranche de pain avec ou sans gluten, à vous de choisir. Après, une boisson. Alors le café, si vous aimez ça, tant mieux. 10 cafés par jour, non. 5, c'est beaucoup. 1 ou 2, c'est pas mal. Voilà. Hein, donc on trouve aussi le bon équilibre. Hein, voilà. Et puis des jours sans café, c'est bien aussi. Pour boire autre chose, une tasse de thé vert. Le thé vert, c'est pareil. 1 litre de thé vert, le thermos au bureau, parce que ça arrange très bien, il a dit qu'il fallait boire du thé vert. Oui, mais pas 1 litre, une tasse. Éventuellement 2, parce que sinon, tous les minéraux, le fer, il part tout dans les toilettes. Quel dommage. Hein, voilà. Donc du coup, on alterne les boissons. Donc un petit peu de café, pourquoi pas, un petit peu de thé, pourquoi pas. Et ce qui serait l'idéal avec l'œuf à la coque et le pain, quelques graines oléagineuses, noix du Brésil, amandes, noix de cajou, etc. Une petite poignée de graines oléagineuses. Du coup, on a du bon gras, vous vous rappelez les oméga 3 de tout à l'heure. Voilà, donc bonne graisse. Et puis en plus, ça tient au corps, vraiment. Et puis si on veut une autre boisson un peu santé, on peut faire un jus de légumes ou un jus ou une boisson détox, hein, voilà, des choses en fait qui sont faciles à faire. Les extracteurs de jus sont très à la mode, j'ai vu qu'il y avait un lit derrière moi, je sais plus où, par là, je l'ai aperçu, voilà. Ouais. Donc extracteur de jus si vous en avez un et que ça vous amuse, parce que ça c'est un vrai travail, hein. Moi je peux vous dire, quand je pars travailler le matin, à 6h15, je ne fais pas le jus à l'extracteur, hein. Pourtant j'ai de grandes motivations, mais c'est pas possible. Voilà, donc déjà il faut 200 kg de légumes pour recueillir 10 centilitres de jus, ok. Voilà, donc il faut prévoir. Après, si on a le temps et qu'on aime ça, ben franchement, faites-vous plaisir. C'est que du bonheur. Les jus de légumes, c'est vraiment un super atout santé. Mais voilà, il faut avoir un extracteur, il faut avoir un peu de temps, il faut avoir beaucoup de légumes à mettre dedans. Ne faites pas que des jus de fruits. On est souvent atterré par les fruits. Trop de fruits égale trop de sucre. Je vais vous choquer avec les fruits, ça va vous embêter, je le sais, mais je vais vous le dire quand même. Donc du coup, je récupère mon petit déjeuner, donc œuf à la coque, pain, soit avec ou sans gluten, un jus de légumes, une poignée d'oléagineux, et avec ça, on est au top, quoi, top. Moi, je déjeune ça à 6h15, je mange à 2h après. Hein. Donc souvent, donc 2 matinées par semaine, je fais 4 heures de pilates avec mes élèves. À 2h, je mange, j'ai même pas faim. Voilà, donc il faut dire que ça tient au corps. Donc pas de laitage. Alors, les laitages, du coup, comme ça on en parle, comme ça on est débarrassé.
Les produits laitiers, très controversés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en mange pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, grande tolérance. Les produits laitiers, c'est comme le gluten. On n'en mange pas forcément 3 repas par jour. On n'en mange même pas forcément tous les jours. Si on en mange 2-3 fois par semaine parce qu'on adore les yaourts de brebis, mais faites-vous plaisir. Donc en fait, l'idée, on a plusieurs choses dans les produits laitiers. L'idée, c'est que le lait, c'est pas franchement bon pour la santé. Donc le lait, on n'a plus les enzymes pour le digérer, on les a pour téter notre maman, et puis après, on les a plus. Donc le lait, c'est indigeste. Donc le lait, on l'oublie. Si un jour, on a vraiment envie de se faire un verre de lait parce que ça nous rappelle notre enfance, eh ben, pourquoi pas? Mais bon, voilà. En général, le lait, on l'oublie parce que le lait, on ne peut pas le digérer. Par contre, quand on est sur fromage... Oui. Même le lait de brebis. Alors, c'est pareil, voilà. Souvent, il y a une confusion à ce niveau-là. Le lait, c'est le lait. Le lait liquide, en tant que liquide, il est fait pour le bébé, pour le nourrisson, pour le petit animal. Nous, en fait, on n'a plus les enzymes pour le digérer. Donc, c'est le même combat. Lait de chèvre, lait de brebis, lait de vache, c'est pareil. Alors, c'est sûr que la vache, c'est le plus terrible peut-être, mais on reste quand même sur du lait. Donc le lait, on oublie, on en prend une fois de temps en temps si vraiment voilà, on veut se faire plaisir. Alors de préférence un lait frais, parce que le lait UHT, c'est dit dans le bain, c'est acheté. Mais vraiment, ça ne sert à rien. C'est un lait qui a été chauffé à ultra haute température. Voilà, même en bio, je veux dire, ça ne vaut pas le coup. C'est là qu'il y a des confusions sur le bio, donc vraiment aucun intérêt. Donc le lait, si vous prenez un bouteille de lait, parce que vraiment je voulais vous faire plaisir, du lait frais. Les frais en bio, vous prenez du lait entier, pas celui qui a été trafiqué, celui vraiment qui est le plus naturel possible, vous buvez votre verre de lait, vous faites plaisir et puis on n'en parle plus. Sinon, on part sur des produits transformés. Je vous écoute. On parle de produits laitiers et des végétaux. Oui, alors les végétaux, alors c'est une appellation qui est erronée, hein, donc c'est pas du lait, on est sur du jus d'oléagineux. Jus d'amande, jus de riz, jus de châtaigne, jus d'avoine, il y en a tout un lot, ça sort, voilà, il y en a de plus en plus. Alors attention, ils sont souvent hyper sucrés. Hein, voilà. Donc regardez la composition. Vous avez des laits qui ne sont pas sucrés du tout. Donc si vous achetez parce que vous avez besoin le matin de votre bol de lait, parce que ça vous fait plaisir, que vous voulez aller sur des laits végétaux, donc vous regardez la composition. Si c'est sucré, vous laissez tomber. S'il n'y a pas de sucre, vous pouvez acheter. Et vous pouvez là aussi varier les plaisirs. Une fois le riz, une fois l'amande, une fois l'avoine, une fois le coco, une fois la châtaigne. Hein, voilà, varier les plaisirs, pas toujours sur le lait soja par exemple. Hein, voilà, c'est pas des choses bien adaptées. On ne prend pas du lait de soja tous les jours, on mange pas du soja tous les jours. Je vous donne un petit exemple, comme ça je donne un petit coup de pied au soja puis on n'en parle plus. Le soja, c'est bien de temps en temps. Par contre, il y a beaucoup de phytoestrogènes. Donc je vous donne un petit exemple de ma sœur qui aurait pu être là ce soir, mais elle est partie en voyage, elle n'est même pas venue m'écouter. Elle me gratte qu'elle est. Donc du coup, ma sœur, à un moment, elle travaillait au magasin Côté Nature, voilà, au Pradé, magasin bio, voilà, qui est là depuis très longtemps. Et donc, travaillant là, en fait, elle avait accès à forcément tous les produits, et forcément les produits au soja. Puis quand on travaille dans un magasin bio, forcément, on récupère aussi tous les produits qui sont à date, qui arrivent à date, et que les gens ne mangent plus. Donc notamment, tous les produits au soja. Et puis on se retrouve avec ma sœur un mercredi après-midi, avec les petits et tout. Elle me dit, oh là là, elle me dit, je sais pas ce que j'ai. Elle me dit, j'ai une poitrine. Elle me dit, regarde ça, enfin, 2 obus. J'ai dit, bah ouais, effectivement. Donc première réaction, forcément, j'étais pas enceinte. Elle me dit, bah non, elle me dit, je suis sûre que je suis pas enceinte, je suis sûre. J'ai dit, bon, alors si t'es sûre, déjà on élimine ça. Et puis on rigole de ça tout l'après-midi, on fait des classes comme d'habitude, voilà. Et puis l'après-midi passe, et puis chacune repart chez soi. Moi quand même, ça me travaillait. J'appelle, je dis, tu bouffes pas du soja tous les jours? Elle me dit, bah oui, matin, midi et soir, et crème, et yaourt, et tofu, et lait, et vas-y, toutes les préparations, etc. Bah, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. Donc tu arrêtes tout, et puis tu vas voir, tu vas retrouver tes tétés comme avant. Et effectivement, l'espace de quelques jours, tout était redevenu normal. Donc dans le soja, il y a des phytoestrogènes. Hein, donc les phytoestrogènes, à forte dose, c'est pas bon. Voilà. Hein, donc les oestrogènes, c'est pas bien, et encore plus chez les personnes qui ont eu des problématiques, hein, des cancers, hormonodépendants, donc encore moins. Mais pareil, si on a eu un cancer hormonodépendant et qu'on mange un jour du soja, on ne meurt pas. Hein, voilà. Parce que les gens qui auront un cancer, ah, le soja, t'es folle! Oui, ça va, je veux dire, on peut en manger un petit peu, je veux dire, une fois de temps en temps, hein, c'est pas non plus dramatique. D'accord? Donc là aussi, de la tolérance et de l'équilibre, donc pas du soja tous les jours. Mais moi, j'avoue que, par exemple, la crème de soja, c'est une des crèmes végétales que je préfère pour la préparation. Je trouve qu'elle a une teneur qui me plaît.
Donc j'ai 2-3 briquettes toujours de crème végétale, et quand je fais une tarte aux légumes ou une préparation par exemple, voilà, du poulet au curry, etc., c'est vrai que j'utilise la crème de soja. Donc moi le soja en fait j'utilise que comme ça, donc je dois user 2-3 briques par mois de crème de soja pour toute la famille, hein, voilà, 2-3 briquettes, des briquettes comme ça. Donc un peu de temps en temps, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc pour en revenir à votre question, c'était la vôtre. Pas de lait non plus pour les enfants. Alors, le lait pour les enfants, donc là aussi, c'est une problématique. Donc, tant que l'enfant est allaité, donc du coup, il est allaité, donc ça c'est très bien. Une fois qu'il est sevré, voilà, du coup, le passage au lait, voilà, c'est une complexité. Donc après, voilà, c'est un choix aussi de la personne. Il y a des enfants qui sont élevés avec d'autres aliments. Le lait n'est pas indispensable. Par contre, on peut retrouver le calcium dans les produits transformés qui vont être beaucoup plus assimilables par l'organisme. Par exemple, les yaourts qui sont prédigérés. On n'a pas du tout la même problématique avec le lait. Donc, les fromages sont prédigérés, hein, puisque je veux dire, ce sont des produits qui ont été transformés. Donc, du coup, on n'a pas la même problématique avec le lait non plus. Donc, ce qui fait qu'en fait, on peut donner aux enfants, voilà, quelques produits laitiers, pas forcément sous forme de lait. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les miens. Voilà, mon grand, il a 20 ans, il fait 1m90. Le deuxième, il a 14 ans, il fait 1m78. Donc, ils ont des os. Hein, je vous promets, ils ont des os solides. Ils sont sportifs, ils sont très musclés. Donc, du coup, voilà, ils ont grandi comme ça, avec peu de produits laitiers dans leur alimentation. C'est mon choix de maman, voilà. Après, donc c'est tellement controversé qu'il faut être en accord avec ce qu'on fait, voilà. Donc voilà, que chaque maman en fait trouve le bon équilibre pour ses enfants. Donc après, tout dépend comment elle est suivie, tout dépend de ses convictions. Mais le lait en fait, voilà, peut être remplacé par des produits qui sont plus digestes, comme par exemple des produits autres, voilà, que je viens de citer. Hein, donc effectivement, si vous optez pour des produits laitiers qui sont importants pour vous dans votre alimentation, et pourquoi pas, moi j'en mange aussi peut-être 1-2 fois par semaine, voilà. Alors moi j'ai une passion pour les yaourts aux brebis, les petits cahiers de brebis, je trouve ça super bon, et donc je peux me faire plaisir avec ça. Donc ce sont des produits biologiques, voilà, de préférence, ce qui veut dire qu'en fait que les bêtes elles n'ont pas été maltraitées à coup d'hormones, à coup d'antibiotiques. Ou peut-être moins, parce que bon, le bio, hein, c'est pas tout bien non plus, hein, on le sait, hein, mais bon, c'est peut-être quand même mieux. On va dire que c'est moins pire. Moi, j'aime bien ça moins pire, comme ça, je me dis, voilà, c'est quand même plutôt bien. Voilà, donc on fait un choix de produits, si on peut, non pasteurisés. C'est pas simple, mais on en trouve des produits non pasteurisés. Donc moi, j'essaie vraiment d'aller me caler sur des produits plutôt bio et plutôt non pasteurisés. Alors, le bio, c'est plutôt toujours du bio, non pasteurisé, c'est plus difficile. Même en magasin bio, en fait, on ne trouve pas que des produits non pasteurisés. Mais j'essaie quand même de regarder les étiquettes. Pourquoi? Parce que pasteurisé, c'est chauffé. Chauffé, ça veut dire qu'on perd une partie des nutriments. C'est dommage d'aller mettre des produits, d'aller payer cher pour finalement se retrouver avec pas grand-chose. Ouais. Alors c'est du lait trafiqué, quoi, voilà, c'est trafiqué, voilà, c'est comme la margarine, c'est comme les produits à 0%, c'est comme les produits pas sucrés, voilà, mangez des produits les plus simples possibles, les moins trafiqués possibles. Au plus vous êtes sur des produits simples et sains, au plus vous êtes dans le vrai. Au plus vous achetez des produits transformés, étiquetés, voilà, trafiqués, au plus c'est faux, quoi, voilà, donc toujours des vrais produits, au maximum. Donc le maintenant, ça fait votre question. Voilà, est-ce qu'on met des produits laitiers au petit déjeuner? Donc, je ne sais plus qui me l'avait posé. Donc, pas forcément des produits laitiers. Donc, l'œuf, le pain, le jus de légumes et les oléagineux. On a plein de calcium dans les oléagineux. On a plein de calcium dans les légumes. Hein. Donc, du coup, on a vraiment de quoi faire pour assimiler et d'avoir un petit déjeuner de qualité. Mais maintenant, si on met par exemple un yaourt de brebis à la place des oléagineux, c'est bien aussi. Hein, voilà. Mais peut-être qu'il faut justement alterner. Comme ça, du coup, on mange de tout. Donc ça, c'est une idée de petit déjeuner qui peut convenir à beaucoup de gens. Moi, je fais un autre petit déjeuner qui me plaît beaucoup, je vous le donne aussi. Voilà, donc il me tient au corps, il est très digeste, il me va bien, donc j'alterne entre les deux. Donc mon autre petit déjeuner, en fait, je mets du lait végétal. N'importe, j'alterne, un cocori, j'aime bien le cocori parce que c'est la goût qui me plaît, il n'est pas sucré, et voilà, j'aime bien. Et je mets donc des graines de chia à l'intérieur, c'est des petites graines noires là, qui sont très à la mode, et des graines de lin. Donc beaucoup d'oméga 3, beaucoup de protéines, et je fais une préparation dans un grand bocal que je vais agiter, et en fait je vais piocher en fait dans ce bocal tous les matins une quantité en fait de ce qui ressemble un peu à un yaourt. Voilà, donc je mets ça. Donc riche en protéines, ça me tient bien au corps, riche en acides gras essentiels, oméga 3, etc. Donc c'est bien. Et dedans, en fait, je vais rajouter des graines oléagineuses.
J'ajoute du pollen parce que j'adore le pollen et que c'est bon pour le système immunitaire, donc du coup ça me permet aussi de mâcher. Je peux mettre un fruit cuit ou une demi-banane par exemple, voilà, et je prends ça par exemple avec un citron, un jus de citron, avec un peu d'eau tiède, et c'est un petit déjeuner qui me convient parfaitement, voilà. Donc j'alterne un petit peu entre ces deux petits déjeuners, sachant que voilà, moi mes matinées sont très longues, à 6h30, 2h, donc du coup il me faut des petits déjeuners qui me tiennent bien, et ceux-là sont extrêmement digestes, me tiennent bien au corps, et je n'ai pas du tout de manque de concentration ou de fatigue. Donc ça c'est pour le petit-déj, 2 exemples faciles qui peuvent être adaptés à tout le monde, hein. Pour le repas du midi ou le repas du soir, donc on va être sur une assiette, voilà, une base d'assiette équilibrée. Donc qu'est-ce qu'on appelle une assiette équilibrée? Une assiette équilibrée contient forcément, c'est une obligation, contient forcément des légumes. C'est obligé. Il n'y a pas un repas sans légumes, même si mon deuxième fils fait la gueule tous les jours. Mais ça fait 14 ans, je dis tu fais la gueule tous les jours, mais tu les manges quand même. Et puis il les mange quand même, mais par principe, il a décidé que de toute façon, il ferait ah ouais, encore des légumes. Je dis oui, mais ça fait 14 ans que c'est comme ça, donc arrête quoi, voilà. Je ne sais pas combien de repas qu'il dit la même chose. Voilà. Et rares sont les fois où vraiment j'ai pas le temps et où je fais que des pâtes, voilà. Et alors là, c'est le bonheur. Je dis voilà, enfin on est heureux, voilà, la famille est réunie, tout le monde est heureux, les pâtes. Donc les légumes, ça fait partie de notre alimentation de tous les jours et à chaque repas. Il n'y a pas de repas sans légumes, c'est la base. Donc est-ce qu'on prend du cru, du cuit, les deux? Alors l'idéal, et alors là par contre on ne fait pas l'idéal, ça je vous le dis, même moi, l'idéal ce serait du cru et du cuit. Donc une petite quantité de cru parce que ça apporte des enzymes digestives et du coup voilà, rien n'a été altéré par la cuisson. Du coup, si on ne les supporte pas beaucoup parce que ça ballonne un peu, on en prend un petit peu et on le mastique bien et ça fait du bien et on les mange en premier, comme ça tapisse l'estomac et il y a toutes les petites enzymes qui attendent là le reste du repas pour pouvoir bien les digérer et bien les dégrader en nutriments. Donc ça c'est le top. On tapisse avec une petite quantité de légumes crus. Ou un jus de légumes, hein, si on a l'extracteur, alors du coup, profitons-en, on en fait tous les jours. Et puis après, si on a donc des légumes cuits, ratatouille, haricots verts, fenouil à la vapeur, voilà, tout ce qu'on veut, hein, tout ce qui est de saison, voilà, et qu'on aime. Donc l'idéal, légumes crus, petite quantité, ou légumes crus, cuits. Mais j'avoue qu'il y a des jours, il n'y a que du cuit, et qu'il y a des jours, il n'y a que du cru, parce que je fais comme je peux, que je travaille beaucoup, et que voilà. Mais il y a toujours systématiquement des légumes. Mon grand plaisir, donc ça c'est très personnel, en fait je fais cuire beaucoup de légumes à la vapeur, et je mets dans le cuit vapeur donc différents légumes. Donc en ce moment, je peux mettre du fenouil, il reste encore des belles courges, je mets, qu'est-ce que je mets d'autre, des endives, du chou rouge, il y a de très beaux choux rouges en ce moment qui sont très tendres. Je mets de tout, et en fait j'ai une quantité de légumes à la vapeur. Une fois qu'ils sont cuits, en fait, je le fais pour 2-3 jours. Ça c'est voilà, le système D pour ne pas avoir à cuisiner tous les jours. Et en fait je vais piocher dedans. Donc du coup j'ai un mix de cru et de cuit, hein, c'est ce qu'on appelle décrudis. Donc du coup c'est pas abîmé par la cuisson, et c'est pas comme une ratatouille où tout a mijoté. Du coup j'ai de la vapeur, j'ai des couleurs, je vous montrerai mes photos. Et là donc je mets donc une bonne huile dessus, quelques graines oléagineuses, un peu de vinaigre de cidre, parce que le vinaigre de cidre c'est très bon pour la santé, c'est alcalinisant, c'est un véritable médicament, et ça je trouve ça délicieux. Alors ça c'est mon goût à moi, hein. Je trouve ça, tous les légumes en fait cuits à la vapeur comme ça, c'est plein de couleurs, c'est plein de goûts, c'est très très bon. Donc voilà, c'est souvent mon assiette, elle est composée de ces légumes là, mais que je cuisine pour 2-3 jours, hein, voilà, pour essayer justement le soir quand je rentre à 7h30, 8h, de ne pas avoir à m'occuper de ça, c'est prêt pour 3 jours, et puis en général le mercredi ou le dimanche, quand j'ai un petit peu plus de temps, hop, je remets dans le cuit vapeur et je fais donc un petit peu d'avance. Donc les légumes dans l'assiette, ils sont indispensables à tous les repas, c'est-à-dire le midi et le soir. Qu'est-ce qu'on met à côté? On met forcément une quantité de protéines, soit protéines animales, soit protéines végétales. Soit, moi je vous ai dit, je ne suis pas végétarienne, donc je vais alterner entre de la viande, des œufs, du poisson, protéines animales, ou protéines végétales, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs, etc. Voilà. Donc on alterne entre tout ça, ce qui vous fait une grande variété et de couleurs et de préparation. On a vraiment un vaste choix. Et en fonction de nos goûts, de nos envies, de ce qu'on a dans le frigo, on met cette quantité de protéines. Elles sont indispensables. On est toujours en construction. Là, depuis un petit moment qu'on se parle, en fait, nos cheveux poussent, même s'ils ne poussent pas démesurément, heureusement, mais nos cheveux poussent, nos ongles poussent, notre peau se renouvelle, donc on est éternellement en construction. Si on a des briques de mauvaise qualité, on se construit mal. Donc du coup, il est nécessaire d'apporter des protéines à chaque repas. On en a vu pour le matin, et là, du coup, on en prend aussi le midi.
Et on va rajouter une quantité de céréales ou de féculents. Donc on choisit du riz, des pâtes, des pommes de terre, du quinoa, de la patate douce, voilà, tout ce qu'on veut en fait qui va compléter notre repas. Donc légumes, protéines et céréales. Je reviens sur les protéines. Les protéines, comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu, hein, voilà, les protéines animales, c'est très controversé, c'est bon, c'est pas bon. Donc trouver de la qualité, on peut. Du coup, du moins pire, c'est bien. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie de travailler essentiellement, d'acheter essentiellement du bio. Je sais bien que c'est pas tout ce qu'il y a de mieux, mais entre choisir du poulet, blanc de poulet en caissette de 10 kilos, pour 3 € et les super blancs de poulet qui sont quand même un peu étiquetés, où on a l'impression que c'est mieux, je choisis cela. J'espère que je peux faire confiance en ceux qui les mettent sur le marché. Je ne suis pas toujours sûre, je vous l'avoue. Mais malgré tout, je ne pourrais pas faire autrement. Donc je vais essayer quand même de choisir de la viande de bonne qualité, du poisson de temps en temps, plutôt des petits poissons, plutôt des poissons des mers froides, éviter les poissons d'élevage, on sait, même en bio, c'est compliqué. Donc c'est un vrai travail, je vous dis, et puis on se fait avoir plein de fois, même moi, j'en suis sûre, mais bon, tant pis, on accepte de se faire avoir, mais bon, on essaie aussi de faire attention. Et pour les céréales et les féculents, si ce sont des pâtes, des pommes de terre, forcément, il n'y a rien à faire. Mais par contre, si vous choisissez du riz ou des pâtes, prenez des aliments qui soient au moins demi-complets. Vous vous rappelez la vitamine B de tout à l'heure, donc au moins demi-complets. On a des fibres, on a des vitamines, on a des minéraux, ce sont des vrais aliments. Alors c'est sûr que passer de la pâte blanche à la pâte complète, c'est raide, elle est noire. 1 heure pour mâcher un macaroni, c'est très compliqué. Donc déjà vous êtes levé une demi-heure avant pour déjeuner, il faut prévoir 3 heures pour le déjeuner, pour le repas, donc c'est pas faisable. Donc voilà, passer par la phase demi-complète, Bon, moi les copains de mes enfants quand ils viennent à la maison, ils trouvent que chez moi tout est noir. Je leur fais une tarte avec de la farine complète, donc tous les pâtes complètes, tout dedans. Ah, c'est tout noir. Donc, et inversement, mon petit garçon, quand il était petit, j'allais des fois boire le café avec des copines, on se retrouvait au Morillon, etc. Puis, donc tout petit, il n'avait peut-être pas fait attention avant, puis à un moment, donc, il y a des petits sachets de sucre, autour du café, puis donc, il prend, je sais pas quel âge il avait, il était tout petit, il prend le sucre, et puis il ouvre le petit sachet, puis il le verse sur la table, il fait « Maman, le sucre, il est tout blanc !» Forcément, donc lui, il voit que du sucre coloré à la maison, ça a toujours eu du sucre complet, parce qu'il adore, il trouve ça a du goût, il comprend pas comment on peut faire pour manger du sucre blanc, il trouve ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse, Et c'est vrai qu'il était très impressionné par ce sucre tout décoloré, il voyait pas pourquoi un sucre albinos comme ça sur la plage, c'était vraiment étrange. Donc dans votre assiette santé, du midi, des légumes crus, des légumes cuits, ou que d'un, si on n'a pas le temps, des protéines de meilleure qualité qui soient, ou des végétales, parce que là du coup, 3 € le paquet de lentilles pour 4 personnes, c'est économique, là en bio, on ne fait pas de problème de fric. Et une céréale ou un féculent plutôt demi-complet, et la bonne huile de tout à l'heure, vous vous rappelez, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de chanvre, et là, on est en parfaite santé. Et c'est là que vont venir les questions pour après. Et le dessert, alors la quantité, important. Je suis sûre qu'on ne mange pas pareil. On n'a pas la même activité, donc forcément, je veux dire, peut-être qu'on a des assiettes complètement différentes. Peut-être que vous avez un métabolisme super rapide et qu'il vous faut un plat, et peut-être que moi, il est super lent et qu'il me faut juste une petite assiette. Donc l'idée, c'est d'avoir tous les ingrédients dans la quantité qui vous convient. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir manger son assiette, tout simplement. Et puis si vous avez plus faim, vous laissez, forcément aussi. Mais l'idée, c'est pas de dire « Ah, de toute façon, je ne pourrais pas tout manger, tout ce qu'elle a dit, donc je vais manger que les pâtes. » Parce qu'en général, c'est ça, on se dirige toujours vers le sucré. Quoi qu'il arrive, on va naturellement vers le sucré. Donc du coup, on ne fait pas ça. On met une petite quantité de tout. Petite quantité de légumes, une petite quantité de protéines et une petite quantité de riz, par exemple. Et là, du coup, on a tous les ingrédients. Du coup, digestion super facile, parce que tout ça, ça fait un petit bol alimentaire bien digeste. On mastique bien, on met au moins 20 minutes à le manger. Si on veut s'habituer, on met le chrono devant. Même seul, plutôt sans télévision, surtout quand on est seul. Moi, je sais quand je mange au bureau, donc je m'accorde une demi-heure de battement. Et je mange au moins pendant 20 minutes. J'ai mon petit Tupperware et pas d'ordinateur, pas de téléphone, j'ai personne en face, quand je parle toute seule, malheureusement, mais je mange. Et quand je mange, je mange. Alors c'est sûr que c'est pas très convivial, si j'ai du monde à côté de moi, je parle. Lui, vachement sympa, non, excuse-moi, je ne parle pas, je mange. Donc, non, de toute façon, j'aurai plus d'amis, non, ça va, je ne vais pas comme ça. Donc, en fait, pendant que je mange, même seule dans mon bureau, donc je mange, je ne regarde pas mon téléphone, je ne passe pas mon ordinateur et je fais mon repas. Et je mastique et j'apprécie, parce que c'est un repas que j'ai préparé, forcément, que j'ai amené de chez moi, parce que j'ai préparé la veille, que j'ai fait en sorte d'avoir plus pour le lendemain.
Et du coup, je mastique mon repas et j'en profite et je mange tranquillement. Et une fois que j'ai fini de manger, c'est ce qui me permet de continuer mes consultations l'après-midi. Parce que si je mange en 4e vitesse et des cochonneries, je peux vous dire que l'après-midi, si j'ai 4 ou 5 consultations, donc 4 fois 1h15, 1h30, j'ai pénéqué. Et donc, je me fais un point d'honneur à écouter ce que les gens me disent et ne pas être la tête ailleurs ou en train d'essayer de faire passer un petit truc et qui passe pas. Donc, du coup, l'assiette avec 4 ingrédients. Et pourtant, donc, qu'en est-il du fait de ne pas associer certains aliments, c'est-à-dire les protéines avec les féculents? Alors, on y vient. Certaines personnes, effectivement, ont une difficulté à digérer les protéines avec les féculents. Donc, si vous constatez qu'après ce petit repas que je vous ai proposé, vous vous sentez comme ça, vous ballonnez, vous avez des gaz, vous dites mince, m'a dit des bêtises, alors du coup, vous dissociez. Mais la dissociation n'est intéressante que si vous digérez mal. Ça revient pareil pour petit déjeuner. Sinon, mangez les 3 ingrédients. Si vous digérez mal ça, à ce moment-là, vous faites le midi avec la protéine et le soir, les légumes avec la céréale. Du coup, vous êtes en dissociation alimentaire et peut-être qu'au niveau digestif, ça passe beaucoup mieux. Alors, je vais vous dire, moi, quand je le fais, ça... Alors par exemple, on part une semaine à la montagne et puis on mange un peu plus, voilà, on revient, tous les pantalons ont rétréci. Ça alors c'est bizarre, quand j'ai pas changé de lessive, qu'est-ce qui se passe, je peux plus rien fermer. Bon, me dit mince, la boulette. Donc du coup, pendant une semaine, en fait, je mange dissocié. Et le fait de manger dissocié, en fait, j'ai pas l'impression de me mettre au régime, parce que le terme régime, en fait, me donne des boutons tout de suite. Donc du coup, je mange dissocié pendant une semaine et naturellement, en fait, du coup, je récupère tout de suite mon poids de forme ou mes pantalons du coup retrouvent leur taille et du coup je me sens bien. Mais après, il est quand même préférable pour la digestion d'avoir ces 3 aliments, enfin plus les corps gras. D'accord ? Une petite question qui n'est pas encore arrivée, mais qui va arriver, et le dessert. Ah oui, tout le monde avait en tête, personne n'osait. Parce que vous connaissez la réponse. Donc le dessert, c'est compliqué. En fait, avec mon assiette santé, vous n'avez pas besoin de dessert. Alors pas besoin de dessert, physiologiquement. Voilà, on est bien d'accord. Émotionnellement peut-être. Et selon vos habitudes peut-être. Alors, moi, j'ai pour habitude de donner un petit conseil. Si vraiment vous avez besoin de la petite touche en fin de repas sucré, mais que vous êtes peut-être en recherche plus d'une petite perte de poids ou d'un bien-être, etc. Donc, un petit carré de chocolat noir, par exemple, ou quelques amandes. Voilà. Ça peut constituer la petite touche douceur suffisante pour se dire, j'ai quand même ma petite touche douceur, ça n'alourdit pas ma digestion, parce que le sucre alourdit la digestion. Et une digestion alourdie, c'est 5 heures au lieu de 3 heures. Donc si pendant 5 heures, ça turbine à l'intérieur, je peux vous dire, vous n'êtes pas gaillard. Alors que si ça met que 3 heures à être digéré, du coup, vous êtes en forme l'après-midi. Donc du coup, voilà, le petit carré de chocolat noir, la petite poignée d'oléagineux, c'est pas mal, c'est intéressant. Alors le fruit, j'y viens, voilà, c'est là que je vais sacher tout le monde. Donc le fruit en fin de repas, il n'est pas plus adapté à la fin qu'au début. Parce que c'est là qu'ils disent, oui, je sais que le fruit, c'est pas bien à la fin, donc je le mange au début. Alors si vous le mangez au début, oui, mais au moins une demi-heure avant. Parce que le fruit, en fait, voilà ce qui se passe. Le fruit, il est digéré en 20 minutes, maximum une demi-heure. Donc si vous mangez le fruit juste avant le repas, et qu'après vous mangez, à l'intérieur, c'est machine à laver, donc ça se mélange tout. Donc du coup, le fruit, il est avec le reste. Si vous le mangez une demi-heure avant, il a le temps d'être digéré. Quand vous mangez votre assiette santé, du coup, plus de soucis. Okay ? Si vous le mangez après, même combat, c'est pareil. Je vous ai fait la démo avant, donc démo après, pareil. Donc du coup, le fruit se mange ou une demi-heure avant, ou 3 heures après. Ce qui veut dire que c'est un excellent goûter. Voilà, pour 4-5 heures, quand on ne sait pas quoi manger, par exemple, un fruit, c'est une collation idéale. Voilà. Et du coup, vous allez me dire, est-ce que manger des fruits plusieurs par jour, c'est bon pour la santé, alors qu'on dit 5 fruits et légumes, c'est super bien. Et c'est là du coup aussi que je fâche tout le monde, parce que manger 5 fruits par jour, c'est 1 kg de fruits, et 1 kg de fruits, c'est beaucoup de sucre. C'est 5 fruits et légumes. Oui, mais beaucoup de gens entendent 5 fruits, surtout quand on n'aime pas trop les légumes. Alors du coup, voilà, moi je vois, donc on me dit, le matin, un fruit, à 10h, un fruit. Voilà, le dessert, un fruit, à 5h, un fruit, le soir, un fruit, et si j'ai une petite insomnie, un fruit. Oui. Et là, les gens sont super contents, super fiers, en disant, mais je fais super bien. Non, tu fais pas super bien. Et là, justement, mais les fruits, c'est naturel. Oui, c'est naturel, mais c'est du sucre.
un fruit par jour, 2 grands maximum. Bien sûr, je ne parle pas d'une cerise, hein, ou une fraise, on est bien d'accord. Une portion, voilà. Donc une portion qui équivaut à peu près à une pomme, quoi, voilà. Donc ça veut dire quelques fraises, ça veut dire quelques cerises, ça veut dire 3 abricots. Donc une portion ou 2, idéalement placées au goûter. Là aussi, je mets une tolérance, c'est-à-dire que si depuis toujours vous mangez votre fruit en fin de repas et que vous digérez super bien et que vous êtes super en forme l'après-midi et que vraiment le fruit ne vous dérange pas, continuez. Mais si vous avez un souci de digestion, et ça voilà, quand on vient me voir, c'est qu'il y a un souci, et je dis enlevez le fruit et vous verrez, et souvent c'est révélateur, je dis oh là là, depuis que je mange plus de fruits en fin de repas, qu'est-ce que je suis bien, je suis légère et tout, voilà, donc c'est bien. Et le kiwi du petit déjeuner, ça ne fait pas? Alors, kiwi acide. Voilà. En fait, la nuit, on élimine les acides. Le matin, le gros pipi que vous faites là, quand vous vous réveillez, il est plein d'acides. Donc l'organisme, en fait, il vient de tout éliminer. Si vous lui mettez du jus d'orange, du jus de pamplemousse, du kiwi, vous lui rebalancez des acides, vous lui dites t'as vu, t'as tout viré, bah je t'en redonne. Ah mais bon, j'ai tout viré, bah oui, bah tant pis pour toi. Voilà. Donc c'est ça en fait. Hein. Plus le fruit, si vous mangez du pain, l'association fruit et pain n'est pas très bon ménage. Hein. Voilà, l'acide plus les glucides, c'est pas top. Voilà. Donc du coup, ça alourdit. Mais là encore une fois, si vous le digérez bien, si ça vous fait plaisir et si vraiment c'est important pour vous et que vous vous sentez bien toute la matinée, faites-le. Voilà. Donc il faut toujours s'écouter. Malheureusement, on a perdu notre instinct avec la publicité, avec tout ce qu'on entend, avec donc notre instinct en fait on l'a plus. Donc du coup, on fait comme on nous dit. Et puis on ne sait plus. Donc là, j'ai vraiment essayé en fait de vous mettre beaucoup de tolérance dans mes propos pour juste que vous sachiez que en fait, ce qui est important, c'est votre ressenti. Mais dès lors que votre ressenti, il n'est pas top et que vous sentez que vous avez tous ces petits signes en fait dont on a parlé en début de conférence, peut-être que ça vient de là, et souvent ça vient de là. Et quand on arrive à trouver des solutions rien qu'avec l'alimentation, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, c'est intéressant, on n'a pas pris de traitement, on n'a pas usé de la chimie, on se sent mieux, on a l'impression de prendre soin de soi, de se faire du bien. Si en plus on rajoute à ça donc tout ce qu'on a dit, donc un peu d'exercice physique, voilà pareil, si vous n'êtes pas sportif, n'allez pas courir un marathon, c'est pas votre truc, mais par contre bougez, quoi, voilà, allez marcher, aérez-vous, allez marcher au bord de mer, bon, il fait beau 360 jours sur 365, voilà, on ne peut pas dire, ah bah non, je ne sors pas parce qu'il pleut, ah non, ça marche pas, il ne pleut jamais, donc du coup, voilà, on sort, on profite pour faire de l'exercice physique, maintenant on trouve des cours en extérieur, des cours de gym, on peut tout faire, si on est solitaire, on va seul, si on aime le groupe, on va en groupe, enfin on a tellement de possibilités de bouger, voilà, de ne pas prendre l'ascenseur, de prendre les escaliers, enfin tout ça pour bouger. Voilà. Et puis gérer le sommeil, voilà, attention les écrans, le soir tard, le téléphone, j'en ai combien qui viennent me voir en consultation, qui disent je ne dors pas, je dis le soir vous faites quoi? Je suis dans mon lit, j'ai la tablette, je regarde. Oui mais pousse la tablette, vire la télé de ta chambre, ouvre ta fenêtre, voilà, et endors-toi dans un endroit frais, pas trop ouvert, voilà. Tout ça, c'est des conseils de bon sens, mais je vous garantis, il y a des gens qui savent plus ça, quoi, voilà, ou qui savent, mais en fait qui veulent pas l'entendre, et quand je le dis, ils me disent ah ouais je sais, mais bon du coup, voilà. Alors que ça peut changer les choses. Alors le soir, du coup on a vu le petit déjeuner, on a vu le repas de midi. Alors le repas de midi soit léger à dissocier, soit avec les deux, et le soir on fait plus léger. Alors c'est vrai que moi le soir j'aime bien une soupe, voilà. Nous en général, protéines c'est le midi, voilà. Moi je sais que le midi je m'apporte des protéines quand je travaille. Mes enfants, ils mangent dehors. Mon mari mange à la maison, mais il mange aussi les restes, donc il mange. Et le soir, en fait, nous en général c'est plus léger. Donc je peux faire une tarte aux légumes, je peux faire l'hiver, donc j'adore les soupes de légumes secs. Donc voilà, soupe de pois cassés, soupe de lentilles corail, soupe de lentilles. Voilà, c'est vrai que j'en use et j'en réuse. Souvent je fais la grosse marmite, ça me fait plusieurs soirs. Voilà, donc c'est forcément au bout du 4e soir, il y en a qui tirent la gueule, mais bon, voilà, vous avez de la chance de manger une bonne soupe maison, ne tirez pas la gueule. Et après, je complète avec, voilà, pour mes enfants qui, eux, ont besoin de plus manger, qui ont fait du sport, donc je rajoute souvent une céréale, ou une tarte aux légumes, ou quelque chose, en fait, pour compléter. Je n'ai jamais poussé mes enfants à manger un dessert, je ne les pousse jamais, c'est-à-dire que quand ils sortent de table, qu'ils ont fini de manger, je leur dis pas « Eh, t'as pas mangé le dessert !» Voilà, je ne dis rien, et bien souvent ils partent sans manger le dessert, et j'essaie de faire en sorte en fait qu'ils soient rassasiés avec ce que j'ai fait à manger. Je ne fais pas en sorte de préparer mes repas pour qu'il reste une place pour le dessert. Donc voilà, ma façon de faire, voilà, c'est sans imposer, j'ai jamais interdit, mais voilà, je fais toujours en sorte en fait qu'il y ait suffisamment pour qu'une fois qu'ils aient fini, voilà, et en fait souvent ils disent bon bah voilà, j'ai terminé, je me lève, voilà, et je ne les rappelle pas, donc ils mangent un dessert de temps en temps. Voilà. Goûter, moi je fais à l'ancienne, comme je faisais quand j'étais petite, donc le pain,
le pain, un carré de chocolat, voilà, le pain, une tranche de jambon, voilà, donc c'est souvent ou salé ou sucré, voilà, ils choisissent. Moi, je goûte plus parce que je suis plus du tout en période de croissance. C'est la décroissance maintenant, donc du coup, le goûter, j'ai envie. ça me fait plus du bien. Voilà, donc il faut gérer aussi, voilà, en fonction de ce qu'on ressent. C'est vrai que quand on passe le cap de la cinquantaine, on est dans naturo, enfin même avant, hein. Voilà, on dit, voilà, souvent c'est à partir de 42 ans, en fait, avant de 42 ans, on dit qu'on est dans une force centrifuge, hein, c'est-à-dire qu'en fait tout passe, on fume, on boit, on sort, on picole, le lendemain on va travailler, on est en super forme, et à partir de 42 ans déjà, ça commence à être plus dur, et au plus on avance en âge, c'est dur. Alors moi je vois les gens, ils me disent, mais je fais tout pareil, et pourtant je suis plus en forme. Ben oui, c'est qu'il faut plus faire tout pareil. Voilà, donc effectivement on arrive dans une force centripète, c'est-à-dire que tout se stocke, voilà, et ça passe des fois même pas par le système digestif, ça vient se poser là sur les côtés, poum, poum, on se dit mince, mais pourquoi c'est là déjà? Voilà, donc il faut vraiment, voilà, il faut ralentir, en fait le métabolisme ralentit, donc il faut éviter de mettre plus d'entrée, sauf que c'est super mal foutu, c'est qu'à la ménopause on a super faim quoi, et on a envie de manger du sucre, donc il faut se contrôler sans arrêt. Et voilà, et on a moins le mental pour se contrôler. En fait, c'est vraiment la catastrophe. Voilà, c'est vraiment le chaos. Donc le chaos, vous pouvez vous faire accompagner par des naturaux, parce que les naturaux, ils aiment bien accompagner les gens, voilà, dans le chemin de la ménopause, surtout quand ils ont fini par le vivre. Après, bon, je me suis installée, j'entendais tout, je me dis oulala, c'est violent, et je ne connaissais pas, mais après, voilà, quand on y est, on se dit ah ben oui, c'était donc ça qu'elle me racontait. Oui, c'est ça, c'est violent. Hein. Donc voilà, il y a ce passage-là, donc il faut arriver à le vivre. Je crois que quand on en a conscience, on le vit un petit peu mieux. Et puis voilà, et puis on gère effectivement tout ce qu'il y a autour, qui est un petit peu désagréable, faut le dire, quoi. Mais voilà, qui peut se gérer. En naturo, on a vraiment beaucoup d'outils pour gérer tout ça. Donc voilà, notre objectif, c'est essayer vraiment de maintenir les gens dans un bien-être, autant physique que physiologique qu'émotionnel. Pour ça, on a plein d'outils. Donc si le 2 juin, vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez nous retrouver. Moi, j'ai un blog, donc voilà, vous tapez mon nom sur Google, vous trouvez mon blog tout de suite. Donc j'essaie de passer un article par semaine pour justement montrer essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Voilà, en général, les naturaux sont plutôt tolérants, surtout maintenant. Après, il y en a qui sont plus aléatoires là. Hein. Moi, je suis vraiment super tolérante. Et parce que je veux proposer en fait ce que je fais. Et je sais très bien en fait que je ne serai jamais végétarienne parce que quand je mange un tourteau, j'adore trop. Donc je me dis jamais je serai végétarienne. C'est pas possible. Alors j'en mange pas tous les jours, mais quand j'en mange un, je me régale et je me dis j'ai pas envie de me priver de ça. Donc peut-être un jour je changerai d'avis, mais enfin pour l'instant, j'ai jamais changé d'avis. Donc je suis aussi tolérante avec les gens qui viennent me consulter qu'avec moi-même. Donc du coup, il n'y a pas de jugement, hein, voilà, chacun fait ce qu'il peut, mais j'essaie quand même de donner des bases toutes simples pour des gens qui veulent cuisiner. Mais voilà, c'est une cuisine qui est très simple, très très simple. Alors je vais vous montrer quelques photos si vous voulez de mes assiettes, hein, vous allez voir. Alors après vous les retrouvez sur mon blog, si vous voulez vous pouvez vous abonner sur mon blog. Et vous, du coup, en vous abonnant, toutes les semaines, en général, j'en passe à peu près une par semaine, mais des fois, j'ai d'autres articles à passer. Et puis, il faut que je les fasse aussi, des assiettes. Donc, c'est la photo qui est jolie, parce que si la photo est moche, du coup, ça fait envie à personne. Donc, il faut quand même que j'y accorde un certain temps. C'est pas vraiment mon assiette de tous les jours. En général, quand je la fais, j'essaie... Ah, mais mince, oui, non, c'est bon, je les ai en photo. J'ai dit des bêtises.